Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Le 30 mai 1778 à Paris, bien disparu Voltaire, qui s'appelait également François-Marie Arouet. Et quelques siècles plus tard, 248 ans plus tard, le 26 mai 2026, ce soir, je vous propose de parler de Voltaire, mais sous un autre angle, autre que celui de Fernand Nathan, puisque ce soir, Marion Sigaud est avec nous pour cette émission spéciale pour parler de ce personnage, ce philosophe des Lumières, entre guillemets, mais on verra de quelle lumière il s'agit. Et donc, merci de mettre un pouce, de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne, bien sûr. Les ouvrages derrière moi pour compléter l'émission de ce soir, avec notamment Candide ou l'optimisme de Voltaire, l'histoire de France du Larousse, Serge Monast, l'intégrale, avec Pierre Mat, l'agenda 2030, pour téléporter au monde actuel en quelque sorte, Marion Sigaud, sexologie et mensonges, Histoire de France également, et enfin Serge Abad-Gaillardeau, franc-maçonnerie et politique et la conversion d'un franc-maçon. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Marion Sigaud. Je suis un partisan asyndical, un casier judiciaire vierge et je ne suis pas suicidaire. Et je rappelle bien sûr que je n'appartiens à aucun réseau puisque je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club, Table 700, Mon cul sur la commode ou quelque réseau hermétique que ce soit. Et bien entendu, je rappelle que Marion est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Je salue bien sûr la modération, sachant que en fin d'émission, nous ferons une foire aux questions si vous en avez. Donc je vous dis à tout de suite. On relaye, on informe, on éveille. On lit leurs travaux, on écoute leurs interventions. Bonsoir Marion. Bonsoir Nicolas, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour cette émission spéciale consacrée à un personnage que tu as traité dans tes ouvrages, notamment dans Voltaire, une imposture au service des puissants. Donc, je l'ai intitulé comme cela. J'ai eu le plaisir de lire cet ouvrage. Alors, je ne l'ai pas en version papier, je l'ai en version PDF. Alors, justement, on ne va pas te présenter à nouveau. Les gens te connaissent maintenant, surtout que tu étais là il y a quelques jours, il y a 2 semaines, pour notre agriculteur Frédéric Reynaud en émission solidaire, puisque la paysannerie, l'agriculture, ça te parle également, puisque dans ton excellentissime conférence sur la Révolution française, dite française, tu nous avais parlé bien sûr de la police des grains, etc. Alors là, on va parler d'un personnage que tout le monde connaît, enfin, que tout le monde pensait connaître surtout, Ouais. puisque à l'école de la République, j'ai fait partie bien sûr de ces millions de collégiens, lycéens qui ont appris François-Marie Arouet, alias Voltaire, philosophe des Lumières avec ses comparses Diderot, d'Alembert, Rousseau notamment. Donc, il est né le 21 novembre 1694 à Paris et il est décédé donc le 30 mai 1778. Donc, il a vécu 84 ans, ce qui pour l'époque est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin de Voltaire? Qu'est-ce que, dans tes recherches, dans tes études peut-être, qu'est-ce qui t'a poussé le déclic à travailler sur ce personnage? À l'origine, je ne voulais pas du tout travailler sur Voltaire, mais on ne peut pas travailler sur le siècle sans le croiser tout le temps. Dès qu'on s'intéresse à un sujet, alors il y a un truc quand même qui fonctionne comme ça avec Internet, quand on cherche des auteurs par mots-clés, vous avez des auteurs qui vont tomber plus souvent que d'autres dans les barres de recherche, et Voltaire ressortait systématiquement chaque fois que je cherchais un renseignement sur Damien, sur le roi, sur ceci, sur cela, et donc j'ai fini par venir me casser les pieds, parce que moi Voltaire, honnêtement, je ne l'ai jamais aimé, je n'ai pas eu à tomber de l'armoire,
en découvrant ce qu'il était. Par contre, je suis tombé de l'armoire en découvrant à quel point il y avait une imposture autour de lui. C'est-à-dire que les gens qui l'ont élevé au pinacle savaient pertinemment que c'était un menteur et que ça valait rien. Enfin, je veux dire, ce qu'il disait, ce qu'il faisait ne valait rien. Et ça se disait beaucoup. Donc, j'ai voulu vraiment dénoncer une imposture, non seulement du bonhomme lui-même, mais de tous ceux qui l'ont promu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que quel que soit le sujet que j'étudiais, quand j'ai étudié l'hôpital général, il avait un avis sur l'hôpital général. Quand j'ai étudié les refus de sacrement, il avait un avis sur le refus de sacrement. J'ai toujours entendu dire que, et j'ai cru longtemps, hein, qu'il avait fait réhabiliter un innocent en faisant casser le procès Calas. Moi, je fais partie de cette génération qui a vu les émissions en noir et blanc, ça s'appelait les dossiers de l'écran. C'était à l'époque où il y avait une seule chaîne, hein. Donc tout le monde, quand on arrivait au lycée le matin, tout le monde avait vu l'émission de la veille au soir. On pouvait en discuter avec nos profs. Et quand il y a eu le téléfilm sur Calas, tout le monde avait ah mon Dieu, quelle horreur et quel grand homme et d'avoir réhabilité ce malheureux. Bon, puis quand on commence à faire de l'histoire, on ne s'intéresse pas à ce que disent des gens comme Voltaire sur un dossier. Pour savoir ce qui s'est passé dans tel ou tel événement, il est la dernière personne. Non, il y a un truc qui marche à tous les coups, c'est si vous voulez savoir comment un événement ne s'est pas déroulé, vous écoutez, vous lisez ce qu'en a dit Voltaire et vous tombez juste à tous les coups. Et ça marche, ça marche. Je crois à peu près dire que quand il dit qu'il y a eu un tremblement de terre à Lisbonne, là, il ne nous trompe pas, quoi. Il y a pas de. Ça peut se vérifier par ailleurs. Ou alors, s'il pleut et qu'il pleut, et quand il dit qu'il pleut, il pleut et il ne ment pas. Mais sinon, sur tout le reste, toutes ces analyses, tout ce qu'il a fait comme grande déclaration et comme prétendue recherche sur les événements de son siècle, il a tout le temps menti, tout le temps. Donc, tout ce que dit Voltaire est faux. Mais c'est pathologique chez lui. Un jour, il l'a reconnu d'ailleurs, il a dit je suis fou. Et les gens qui l'ont approché d'un peu près l'ont beaucoup considéré comme un fou. Je pense au malheureux président de Brosse, qui était un très honorable magistrat qui a eu maille à partir avec Voltaire, mais il y a laissé des plumes, il y a laissé de l'argent, il y a laissé sa réputation. Ça a été absolument infernal. Le président de Brosse était un personnage absolument respectable, honorable, plus que sympathique, comment dire, honorable, un homme d'honneur, un gentleman, un gentilhomme, comme on disait, un honnête homme, comme on disait à l'époque. Et il a, pour son malheur, croisé Voltaire et il s'en est mort des doigts jusqu'à la fin de ses jours. Donc, au bout du compte, Voltaire, plus personne ne voulait le fréquenter. On le fréquentait de loin ou lors de passage. Et on était content d'être passé par chez lui pour s'en vanter, mais c'était un type qui pratiquement, que tout le monde redoutait, tout le monde craignait. Il était c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, Marion, parce que c'est un peu le même cas de figure que pour Louis XVI, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que Louis XVI, tout le monde a une mauvaise image de lui, j'allais dire, que ce soit dans les livres d'histoire, comme dans la sphère politique, etc. Et souvent, j'entends encore des gens dire ah ben il faudrait une révolution comme en 1789. Ça dépend comment on l'aperçoit. Non, mais encore une fois, oui, c'est vrai, on entend ça beaucoup, effectivement. Avant de te connaître, j'étais un peu dans ce cas de figure. Et puis depuis que je te connais, qu'on a travaillé ensemble sur les émissions, etc., je vois plus du tout les choses de la même façon. Encore une fois, le 14 juillet, je fais plus la Marseillaise, je fais plus la fête nationale ou quoi que ce soit. Donc comme quoi, ça a eu des impacts quand même. Néanmoins, ce qui est assez intéressant avec Voltaire, depuis que j'ai appris à le connaître, que ce soit en te lisant ou en démystifiant, c'est un peu le Bernard-Henri Lévy de l'époque, c'est-à-dire Je ne crains pas d'avoir des problèmes avec la 17e chambre, là. Non, mais c'est un peu, on va dire que c'est un peu les philosophes contemporains des plateaux de télé des temps modernes, parce qu'il n'y a pas que BHL. Et voilà, Voltaire n'a jamais fait de philosophie. Il se disait philosophe parce que philosophe, c'était pour faire bien. C'était ce qu'on appellerait un intellectuel. Hein. C'est ce qu'on appellerait un intellectuel. De même qu'on disait dans les années 70-80, à partir de ces années-là, il y a la prise de position des intellectuels. Quand les intellectuels se manifestent, on dit une pétition des intellectuels, à l'époque, on disait les philosophes. Mais ça, c'est pas que ces gens-là faisaient de la philosophie. Il y a eu certainement des philosophes au XVIIIe siècle, mais ça n'est pas ma spécialité, donc je ne m'en mêle pas. Mais je ne considère vraiment pas Voltaire comme ayant fait de la philosophie. Il faisait de la relation publique, il faisait de la propagande, il faisait de la politique. C'est un communicant, quoi.
c'était un communicant, c'était un faiseur d'opinion. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé l'idée que par l'opinion, on peut changer les choses. D'ailleurs, quand il a lancé sa campagne de réhabilitation de Calas, il a fait ça comme ça. Il dit, on m'arrivera, on va corner dans les oreilles des juges, Calas, 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 jusqu'à ce qu'ils puissent plus dormir, jusqu'à ce qu'ils acceptent de réviser le procès, comme si on faisait marcher la vérité avec des méthodes pareilles. Donc, son idée, c'était d'avoir l'opinion avec lui et de renverser l'ordre des choses par l'opinion. C'était une vision assez astucieuse et intelligente de la société dans laquelle il vivait. Mais ça n'a rien à voir ni avec le peuple français, ni avec le peuple tout court. Il avait un profond mépris pour le peuple et toutes les idées qu'il a développées, c'était des idées qu'il développait pour un certain petit milieu de salonnards, on dirait de salonnards. Voilà. L'influence de Voltaire a été extrêmement importante dans un milieu de salonnards et de faiseurs d'argent, parce que Voltaire était avant tout un faiseur d'argent, un grand faiseur d'argent. Il a commencé, pour dire modestement, parce qu'il avait un père qui pourvoyait, mais je veux dire, quand il est mort, il était une des grandes fortunes de ce pays qui n'a augmenté que par des coups fourrés, des spéculations injustes, indignes, c'était un grippe-sous, il était abominable, Et il savait comme personne faire de l'argent et il ne le lâchait jamais. Il était capable de faire un numéro de cirque invraisemblable pour ne pas payer un couteau qu'il avait acheté à un artisan. Il a besoin d'un couteau un jour, il fait venir un artisan qui dit, voilà, monsieur de Voltaire, il lui étale 5-6 pièces comme ça, et Voltaire, il dit, celui-là est bien, et l'artisan lui donne un prix, et Voltaire n'a jamais voulu payer le prix, il n'a jamais voulu. Comme il voulait absolument le couteau, il a fini par lâcher, mais en lâchant le truc à travers la pièce, comme on envoie une gifle, et après avoir promis à l'artisan, s'il baissait son prix, qu'il allait marier sa fille, placer son garçon, lui faire obtenir un marché extraordinaire pour ceci, cela, il ne pouvait jamais payer là où il devait. Donc, quand vous êtes super fort à accumuler beaucoup d'argent et vous êtes super fort à ne jamais le dépenser, ben, vous finissez très riche. Et c'était le cas de Voltaire. Et quand vous êtes riche et puissant comme il l'était, ben, vous pouvez vous permettre un certain nombre de choses que les autres ne se permettent pas. Voilà. Mais il a eu chaud quand même une fois ou deux. Hein. Une fois ou deux, quand il s'est rapproché de Genève, il voulait se rapprocher d'une fuite possible si les injures qu'il envoyait de droite et de gauche pouvaient le rattraper. Parce qu'il a été abominable avec certaines personnes, mais atroce. Il a lancé des calomnies épouvantables. C'était le contraire. Quand je pense que dans certains de ses écrits, il veut se faire passer pour un humain, je suis homme et c'est parce que je suis homme, etc. C'était pas un homme, c'était un monstre. C'est vraiment un monstre. Le mal qu'il a pu faire autour de lui, c'est hallucinant. Il a envoyé des gens en prison par méchanceté pure. Il a fait campagne pour qu'ils ne puissent pas en ressortir. Il a calomnié les uns et les autres. Il s'est battu pour que l'excellent président de Brosse ne puisse pas rentrer à l'académie, alors qu'il avait toutes les qualités pour. Il avait écrit des ouvrages pour. Il avait une maîtrise magnifique de la langue française, ce que tous les amis de Voltaire qui étaient à l'académie n'avaient pas, et lui, il les avait. Mais il avait demandé à Voltaire de payer une cargaison de bois que Voltaire avait indûment fait facturer au président de Brosse. Je m'explique. Le président de Brosse avait loué à vie, enfin c'était une espèce de contrat comme ça, un château dans lequel Voltaire s'était installé, et Voltaire lui dit un jour, oh là là, il fait froid chez vous, et le président de Brosse lui dit, bah, écoutez, vous voyez ce brave homme-là, il est bûcheron, demandez-lui du bois. Et alors, Voltaire s'est fait livrer du bois et il a dit au bûcheron, c'est le président de Brosse qui paye. Le président de Brosse a dit, excusez-moi, je ne vais pas payer votre bois. Quand je vous ai expliqué que lui, il pouvait vous en apporter, c'est pas que j'allais le payer. Eh bien, il n'a jamais payé son bois. Jamais. Il en a appelé au Premier ministre, à la Pompadour, il a calomnié le président de Brosse, il a écrit au tribunal où le président de Brosse était président, c'est-à-dire au Parlement de Bourgogne, à Dijon, il a diffamé et quand le président de Brosse s'est présenté à l'Académie, Voltaire a fait campagne pour qu'il n'y entre pas en disant s'il y entre, je sors, simplement parce qu'il n'avait pas voulu payer ce qu'il devait. Il devait pour lui.
Il avait des C'était règles de savoir-vivre qui étaient bien à lui, quoi, hein. Et c'était absolument hallucinant. Et c'était pour lui l'équivalent d'une crotte de bique, de payer quelques voies de bois. C'était quoi? Enfin, je sais pas. Bon, je sais que maintenant les temps sont durs, mais je vois dans la campagne rentrer du Oui, bois pour j'habite l'hiver, c'est pas quoi. une ruine. C'est pas une ruine. Alors, il était un des hommes les plus riches de France, un des hommes les plus riches de France, qui passait la plus grande fortune. Il faisait partie quand même des happy few qui cumulaient. Happy few. Excusez-moi, je viens de faire un anglicisme. Des quelques privilégiés, voilà, qui Bah, en même temps, accumulaient. en étant aussi radin, tu peux finir par être millionnaire, hein, c'est C'est clair. Si tu passes ton temps à accumuler et que tu ne sors jamais, c'est évident que. C'est évident. exactement. Moi, j'ai connu des gens qui ne gagnaient rien et qui ont accumulé des sommes phénoménales. Alors, c'est des gens que j'ai connus de près, hein, ce pas des gens du tout connus, hein, mais qui, à force de ne rien dépenser, cumulaient, mais petite pièce par petite pièce, petit billet par petit billet, et qui se sont retrouvés un jour plus riches que leurs parents, quoi. Mais alors comment se fait-il, Marion, parce qu'il est mort en 1778 Ouais. et la révolution dite française de 1789 qu'on peut maintenant retraduire comme coup d'état de la franc-maçonnerie importée d'Angleterre, pour renverser le roi, via le complot organisé par le duc d'Orléans avec l'aide des loges maçonniques. Je reprends notre Bien. précédente émission. Ouais, Voilà. à peu près Maintenant ça. je le dis à chaque personne avec qui j'en parle et je vais te dire qu'en face, il y a plus de réponse là et de ce fait, comment se fait-il que cette personne, que cet individu qui était donc Voltaire, François-Marie Arouet, est pérennisé et était pérennisé dans l'histoire, dans nos livres d'histoire, alors que c'était un personnage quand même assez, ahurissant, assez, scandaleux et comment se fait-il qu'on l'étudie à l'école aujourd'hui? Est-ce qu'il avait des relations telles qui ont pu lui permettre, d'entrer moi je connaissais cette, légende, mais on va voir si c'est une légende ou pas. On m'avait toujours dit: «Écoute, tu sais comment, Voltaire est resté dans l'histoire? Bah, il s'est fait introniser franc-maçon 2 mois avant sa mort et c'est comme ça qu'il a pu rester dans la postérité». Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Alors, c'est vrai qu'il a été reconnu franc-maçon, comment on dit, initié franc-maçon 2 mois à peine avant de. Puis, j'ai Ça, vu c'est les vrai. lieux, hein, c'est à côté de Saint-Sulpice, c'est quelque part à côté de Saint-Sulpice. C'est au premier étage d'un café qui existe encore, qu'on peut visiter, je crois. Mais d'abord, il a fréquenté des francs-maçons pendant toute sa vie et il a été franc-maçon, même sans initiation, sans avoir été initié, il l'était quand même. Il fréquentait vraiment beaucoup les francs-maçons et il était de cet état d'esprit-là. Un état d'esprit qui considère qu'il y a nous et il y a les autres, c'est-à-dire il y a nous et les gueux. Nous, c'est les gens qui pensons, qui réfléchissons, nous, le petit bon, le petit gna gna gna, et les autres, c'est tous de la racaille. Enfin, il avait un mépris insondable pour les petites gens, pour les gens en général et les petites gens en particulier. Et alors, comment a-t-il fait pour rester? Alors, moi, je vais donner un truc très, très précis qui concerne la façon dont l'éducation nationale promeut Voltaire. Parce que Voltaire, tout le monde est à même, en le lisant, de savoir quel genre de bonhomme c'était. Alors, Voltaire, il a écrit deux types de choses. Il a écrit pour la postérité, c'est-à-dire ce qu'il a publié, et il a écrit ce qu'il a, sa correspondance. Et le vrai Voltaire se trouve dans la correspondance. C'est-à-dire que grâce à Internet et à la grâce de ces magnifiques encyclopédies complètes maintenant qu'on peut avoir en ligne, j'ai le bonheur et l'avantage d'avoir tout Voltaire sur mon ordinateur. Je dis bien tout Voltaire, c'est-à-dire ce qu'il a publié dans ses différentes versions, la version de telle année, la version de telle année, et surtout toute sa correspondance et la correspondance qu'il a reçue en retour de ce qu'il a écrit. C'est-à-dire que pour connaître Voltaire, il n'y a pas mieux que de savoir, de pouvoir faire la comparaison entre ce qu'il écrit pour le public et ce qu'il écrit en privé. Et vous avez quelquefois, à la même date, une lettre qui va partir destinée à être publiée et une lettre qui va partir destinée à rester pour le petit nombre. Et c'est vraiment en faisant la comparaison entre ça et ça que vous pouvez voir à quel point le personnage est duplice et à quel point, notamment dans l'affaire Calas, il passe son temps à dire aux uns et aux autres, écoutez, moi, je n'ai que la version des enfants, comment voulez-vous que je juge? Moi, je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Et au même moment, il clame à la terre entière, ce malheureux innocent qu'ici, qu'il a. Il dit d'un côté, je ne sais pas s'il est innocent ou coupable, et de l'autre côté, il dit, c'est un innocent qui a été odieusement tué par la barbarie fanatique, etc., etc. Donc, les mensonges de Voltaire, il faut effectivement avoir plutôt les outils d'aujourd'hui que ceux d'hier. Si vous voulez, si vous allez chercher Voltaire, œuvre complète, par exemple, imaginons une collection œuvre complète dans lesquelles il n'y a pas que sa correspondance, vous n'aurez pas Voltaire. Ça,
il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. C'est impossible de comprendre le personnage si on ne peut pas faire la comparaison entre ce qu'il dit en privé et ce qu'il dit en public. Ça, c'est clair et net. Il y a autre chose qui fait que l'école a diffusé le mauvais Voltaire, c'est que l'école a fait étudier Voltaire en cours de littérature. Alors que Voltaire est C'est intéressant. en littérature que je l'ai étudié essentiellement, oui. Et voilà. Alors que Voltaire est intéressant en cours d'histoire. Et je suis désolé, mais les professeurs de littérature n'y connaissent rien en histoire, de même que moi, je n'y connais rien en littérature. Hein. Chacun sa spécialité. Moi, si on me dit, un jour je me suis fait agresser, mais vous ne comprenez pas la profondeur de Candide, c'est un degré qui dit que si, que, etc. Il fallait comprendre que tout ce que disait Candide, c'était au 3e, au 4e, au 5e degré. Quand on savait de quoi vivait Voltaire et ce qu'il pensait véritablement de l'esclavage, on ne nous raconte pas que le Pinègre. Il faut rappeler ce que disait Voltaire sur l'esclavage, hein, parce que beaucoup l'ont oublié aujourd'hui. Hein. Oh ben, Voltaire, il a dit d'abord que les peuples qui sont esclaves, qui ont des maîtres, s'en sont donnés, quoi. Ils n'avaient qu'à pas. Et il a minimisé autant que faire se pouvait l'horreur de la traite des Noirs. De toute façon, il en a profité, il en a bénéficié. C'est pas ce qu'il a fait de pire d'ailleurs. Hein. C'est pas ce qu'il a fait de pire. Il a fait bien pire que ça. Il a fait beaucoup plus grave que ça. Il a spéculé sur les fournitures aux armées. Enfin, tout était bon pour lui pour faire de l'argent et pour diffamer son prochain. Donc, Voltaire, si on l'étudie en cours de littérature, c'est certainement un grand écrivain. Il avait une plume magnifique. Magnifique. Voltaire écrivait très, très, très bien. Il a eu de bons maîtres. Hein. Il était au lycée Louis-le-Grand. Il a été formé à la littérature, à la versification, à la poésie par les jésuites du futur lycée Louis-le-Grand. Et là, il a eu les meilleurs maîtres. Et d'ailleurs, à son époque, on ne disait pas écrivain ou philosophe, on disait poète. Voltaire était un poète. Il versifiait, il envoyait des compliments en vers de toute beauté, de toute beauté. C'est vraiment, il avait un style, je ne peux pas dire inimitable, mais je ne sais pas si ça veut dire C'est ça inimitable. qui a fait c'est ça qui a fait sa fortune dans tous les sens du terme. D'ailleurs, oui, c'est ça qui l'a fait introduire dans les salons. Il savait comme personne trousser un compliment. manier la langue, oui, manier la langue, et il se faisait. Il était, quand il était gamin, il était invité dans les salons comme un petit singe savant, quoi. Et je veux bien croire qu'il avait toutes les qualités pour animer une soirée. Et alors, les grands aiment bien être flattés. Alors, c'était un flatteur hors pair. Il était obséquieux, il était flatteur. Et avec les mêmes, il pouvait devenir calomniateur et odieux en proportion. C'est-à-dire notamment le malheureux de Maupertuis, qu'il a d'abord admiré, ensuite qu'il a pourchassé de sa haine, y compris post-mortem, en a souffert au-delà de toute raison, parce qu'il n'avait aucune constance dans les sentiments. Il était je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vouais, ça pouvait rentrer, ça pouvait se dire le même jour, quoi. Donc il avait un côté un peu hystérique toujours. Il était grandiloquent, on disait de ces pièces de théâtre que c'était boursouflé, c'était toujours emphatique. Moi, je dirais hystérique. Il y a un côté hystérique, ce qu'on appelle l'hystérie. Toujours d'exagération de sentiments, ça se terminait toujours en sanglots, en larmes, je baigne cette lettre de mes larmes, etc. C'était toujours à la fois grandiloquent et c'était toujours de l'exagération. Hystérique, c'est un beau, je crois que c'est une assez belle définition. L'hystérie, c'est l'expression exagérée des sentiments destinés à ne pas les ressentir. C'est-à-dire que l'hystérique, c'est la personne, alors ça peut être, c'est une femme, ça vient de l'hystérie, ça vient de l'utérus, mais un homme peut parfaitement être hystérique, et Dieu sait si j'en connais, j'en ai croisé plus d'un. Ce sont des gens pour l'expression de la plus grande émotion passe par une grandiloquence qui, à force d'exagérer le sentiment, lui permet de ne pas le sentir. C'est une façon de se couper de soi-même, l'hystérie. C'est d'ailleurs une souffrance. Hein. Être hystérique, c'est pas un amusement, hein. C'est une souffrance. D'ailleurs, dis-moi, d'où vient ce surnom de Voltaire? Alors Voltaire, comme le I et le J en caractère latin sont les mêmes et le U et le V sont les mêmes. Si tu dis Arouet le jeune, Arouet, qui c'est son nom, le jeune LJ, et que tu fais un anagramme, ça fait Voltaire. Le U fait le V fait le U, le J fait le I. Enfin voilà, Harwell. Donc c'est lui,
C'est lui qui s'est inventé ça. Alors on disait Monsieur de Voltaire, non, Voltaire, il signait Voltaire, il disait pas de Voltaire, il signait Voltaire. Son prénom, c'était François-Marie. François-Marie. Mais personne ne l'a jamais appelé François-Marie. C'était Voltaire, 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 il signait Voltaire. Alors il y avait des gens qui lui donnaient du Monsieur de Voltaire, mais c'était probablement pour le flatter, ce qui marchait souvent. Mais c'était pas à sa demande. Lui, sa demande, c'était d'être appelé Voltaire et de passer à la postérité comme Voltaire. Et il avait dit un jour à un prince, vous terminez votre nom, je commence le vôtre. Il a payé cher. Il était d'une insolence. Oui, dans tes écrits, et justement, on va en parler parce qu'il y a ton ouvrage, il fait 384 pages. C'est Voltaire, une imposture au service des puissants. Ouais. Alors, justement, dans le Ah non, tu n'en as pas la couverture là. Ah oui, c'est vrai. non, j'ai pas la couverture, mais je vais citer le sommaire pour que les gens qui veulent se le fournir, le commander, puissent justement savoir un petit peu de quoi tu parles, parce que tu parles premièrement d'un poète à la Bastille, Oui. deuxièmement d'un Voltaire avaricieux, tu nous en as parlé tout à l'heure, de l'académicien, de l'historien menteur, trois actes pour l'affaire Calas, donc la mise en place, l'appel à l'opinion et qui veut la fin veut les moyens. Ensuite, tu nous parles de l'horrible affaire du chevalier de la Barre, avec une première partie, un poltron au pays de Gex, et ensuite l'horrible affaire du chevalier de la Barre, en deuxième partie, l'inversion accusatoire. Et puis, conclusion. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est notamment l'avertissement. Non pas que j'aime les avertissements, mais simplement en préambule, tu nous expliques tes sources, parce que ça, c'est intéressant, étant donné que, c'est ce que tu disais, c'est pour ça que ma première question était très simple sur comment tu as eu le déclic pour parler de Voltaire, parce que tu n'avais pas envie d'en parler. Donc, au Non, à départ, l'origine, j'ai dit, oh, je ne veux pas encore faire. Oh, pas encore un nouveau bouquin sur Voltaire, il y en a déjà tellement. Effectivement. voilà. C'est Et demain. finalement, tu as pris les choses autrement et tu nous dis justement, cet ouvrage que je veux de référence, page 7, s'adresse à un public qui n'est pas forcément habitué à lire un livre sourcé. À telle fin de ne pas gêner une lecture que je souhaite la plus aisée possible, j'ai procédé de la manière suivante. Quand une note apporte une précision qui alourdirait le texte, je la place en bas de page et l'annonce par un astérisque. Quand il s'agit de citer la source de l'information que je donne, je la renvoie en fin de chapitre. À propos des sources, outre divers ouvrages dont on aura la liste au fil des pages, et dans une bibliographie finale, les deux sources essentielles utilisées dans cet ouvrage sont le Voltaire intégral, magnifique travail de compilation et de numérisation à la fois des œuvres de Voltaire, de celles qui ont été faites autour de lui, et enfin de quantité de documents sur son époque. Cette collection trouvée sur Internet recense notamment toutes les œuvres littéraires de Voltaire classées par titre et par ordre chronologique. La très volumineuse correspondance voltairienne dans ses versions précédant les années 50, 1950, date à laquelle parut le travail de Théodore Besterman, et les archives de la Bastille de François Ravesson en ce qu'elles concernent Voltaire. Quand la référence renverra à Voltaire l'intégrale, nous la ferons précéder de VI, Voltaire, correspondance de Théodore Besterman, publiée par la bibliothèque de la Pléiade. Cette édition comporte des courriers qui ne se trouvaient pas dans les précédentes. Elle sera signalée en faisant précéder les références de grand T, petit b. Errata. En dessous, cet ouvrage est identique à sa première version publiée en 2014 aux éditions Contre-Culture, à l'exception de deux passages que j'ai rectifiés. Au chapitre 4, la note numéro 6, qui fait référence au journal de Buvat, renvoie à la page 164 de son journal et non 159 comme indiqué par erreur. L'erreur est corrigée et dans le même chapitre, j'ai rajouté la lettre que Voltaire a écrite à son ami le duc de Richelieu le 27 novembre 1761. J'en profite pour faire une petite parenthèse, c'est que avec toi, nous avons deux projets d'émission à venir. Une avec ton homonyme Marion Saint-Michel. Ce sera en septembre, puisque je vous laisse le temps de potasser durant l'été qui va être studieux, en plus d'être chaud. Et vous nous ferez sûrement un sujet sur la pédocriminalité ensemble. Vous en discutez ensemble. Je vous laisse carte blanche. On se voit Et bien. On se voit ce qui a bientôt. été très, très demandé par les spectateurs, et j'en suis ravi, c'est que nous allons pouvoir faire une émission sur les Vendéens, le fameux génocide des Vendéens. Alors peut-être qu'une émission seule ne suffira pas, peut-être qu'il y en aura d'autres, nous verrons bien. J'ai reçu l'ouvrage de ton camarade Reynald Séché, que je vais C'est lire cher. prochainement On quand dit c'est j'aurai cher. fini. On dit Rénal, c'est cher. Je lui ai Pardon, demandé Reynald pourquoi on disait Séché. c'est cher. Il m'a dit c'est du breton, c'est du breton. On dit c'est On cher. va pas fâcher les Bretons, j'ai des origines bretonnes en plus. Donc, comment dire, je remercie Reynald de Sécher pour l'envoi de son ouvrage que j'ai bien reçu. Quand j'aurai fini mes activités du moment, je prendrai le temps de le lire.
mais ce sera pour octobre essentiellement qu'on fera ça. Mais voilà, donc ce sont un peu les deux projets à venir ensemble. Donc tu as intérêt à être en forme et à bien te préparer surtout parce qu'on va avoir besoin de toi pour les prochains mois et les prochaines années à venir, bien sûr. Alors là, sur Voltaire, c'est très intéressant parce qu'on a fait la Révolution française ensemble, enfin le coup d'État maçonnique. On a fait Louis XVI. Et là, on parle d'un personnage qui a connu à la fois Louis XIV et Louis XV. Tu m'arrêtes si je me trompe. Et Louis C'était mes XVI. périodes préférées à l'école. Et Donc, Louis théoriquement, j'ai XVI. gardé quelques Il a restes. connu les trois. Il a Et, connu les et un petit peu Louis XVI, bien sûr. Donc, Louis XIV, le fameux roi Soleil, 1643-1715 au niveau des dates, et 1715-1770, si je ne dis pas de bêtises, pour Louis XV, qui était l'arrière-petit-neveu de Louis fils. XIV. Fils, pardon, Fils. arrière-petit-fils de Louis XIV. Voilà. Louis XIV. Alors là, tu nous parles d'un poète à la Bastille. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu témoignes aussi de tes années de fac. Ouais. Et ça, j'aimerais que tu nous en parles parce que, étant donné que, comme moi, tu as été à la fac, alors pas forcément aux mêmes années, mais tu as été formaté chacun à notre manière, moi par le droit, l'Union européenne, l'Europe c'est la paix, patati patata. Toi, c'est par les enseignants qui ont voulu te remettre d'équerre sur Voltaire en disant c'est un héros, etc. Donc, je voudrais que tu témoignes là-dessus. Alors, moi, quand j'ai découvert la façon dont j'ai découvert Voltaire, c'est sur les sujets que je connaissais, comme par exemple le sujet de Damien. Damien, moi, j'avais compris, j'avais fait ça en maîtrise, j'avais compris tout ce qu'il y avait derrière l'histoire de Damien. J'ai lu après ce que Voltaire en a écrit, j'ai dit c'est n'importe quoi, il ment page après page. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les contre-vérités que disait Voltaire. Et alors, dans mon année de DEA, j'avais un séminaire une fois par semaine à Paris avec une dame qui était une gauchiste, robespierriste, pur sucre. Bon, elle m'a quand même beaucoup appris parce que je suis suffisamment modeste pour la boucler face à quelqu'un qui sait. Je fais le tri après. Et j'ai fait un jour une remarque sur ce qu'avait dit Voltaire sur le peuple. Voltaire avait une haine du peuple, c'était quelque chose d'absolument insensé. Ah, ça a coupé? Non, tu m'entends encore? Voilà. Et elle m'a coupé. Alors, j'avais fait une remarque, bon, en prenant la parole qu'on m'avait donnée. Hein, c'était pas un cours magistral. Il y avait des échanges entre les étudiants et le professeur. Et j'ai fait une remarque un peu ironique sur Voltaire, mais je savais exactement ce que je disais. Et elle me coupe en me disant Voltaire, il a été embastillé 2 fois. Paf. Et puis clouc. C'est-à-dire, fermez votre gueule. Il a été embastillé 2 fois, donc taisez-vous. Hein, comme si ça pouvait suffire. Alors j'ai réfléchi à ce truc-là, j'ai dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une certaine caste intellectuelle parisienne, avoir été mis en prison sous l'Ancien Régime, c'était forcément être quelqu'un de bien. Je cite, l'Ancien Régime c'était affreux, donc si les affreux vous mettent en prison, c'est que vous avez raison. Non mais en gros c'est ça quoi. En gros c'est ça. Non, mais c'est très important parce qu'il faut C'est bien d'une rappeler. mauvaise foi, c'est d'une mauvaise foi, un signe, parce que ma prof, elle était parfaitement en mesure de savoir pourquoi il avait été mis en prison, et en l'occurrence, le fait d'avoir été mis en prison une des 2 fois où il y est allé, ça lui a sauvé la vie, parce qu'il avait décidé de faire la peau d'un prince, et il prenait des cours d'escrime pour pouvoir lui percer le flanc. Donc si son père n'avait pas fait des pieds et des mains pour faire en sorte qu'on envoie à la Bastille, il serait fait trucider au coin d'une rue. Hein. Donc, faut arrêter avec c'est un héros parce qu'il a été à la Bastille. Donc, j'ai compris ce que valait la recherche de la vérité à l'université. J'ai été vraiment. Là, alors, est-ce que je suis très très mal tombé ou est-ce que c'est tout le temps comme ça? J'en sais rien. Moi, quand je parle à Reynald Secher de l'université, il me dit que c'est un panier de crabes, quoi. On ne va pas à l'université à l'heure actuelle pour chercher la vérité. On y va pour chercher la vérité officielle, pour chercher voilà. Donc, les gens qui connaissent la vérité à l'université, il y en a plein, mais ils n'ont pas forcément ni droit au chapitre, ni voix au chapitre. On trouve les bons historiens, on les trouve dans les bibliothèques universitaires, mais on ne les verra pas, on les aura pas dans les médias. C'est comme pour tout, ça dépend qui les finance, ça dépend pour qui ils travaillent, etc. Ça dépend. Toi, moi, j'étais c'est à Paris pareil. 7, c'est l'université. Hein. Paris 7, c'est Oui. l'université. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et moi, ma prof, elle m'a fait dans mes différentes recherches, j'ai découvert les horreurs perpétrées par les jansénistes, notamment à l'hôpital général. Elle m'a fait retirer tout ce qui disait janséniste. Il ne fallait pas dire du mal des jansénistes. Mais je ne disais pas du mal des jansénistes, je disais la vérité. Je disais ce que j'avais découvert. Il ne fallait pas le dire. Donc, je me suis heurté à une demande officielle de censure, hein, avec menaces sous-jacentes. Un jour, il faudra que je m'amuserai à publier, parce que j'ai gardé tous les originaux des textes que j'envoyais à ma prof et toutes ces apostilles qu'elle me mettait avec ses commentaires et ses menaces. Si vous voulez votre diplôme, hein,
rabattaisant. Et concernant Voltaire, comme c'était une prof ultra gauchiste, je ne vois pas en quoi elle pouvait défendre Voltaire. Voltaire, c'est pas un héros de gauche, c'était quand même un grand bourgeois, c'était un milliardaire, voilà. Et c'était simplement qu'il C'est y a des incroyable vérités. parce on a des gens aujourd'hui dans, comment dire, dans l'audiovisuel, etc., qui sont de parfaits Voltaire qui s'ignorent en réalité, sauf que Oui, oui, aujourd'hui oui. on en a plus conscience, peut-être parce que les réseaux sociaux et le recul a fait que, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas de télévision, etc., il y avait les salons parisiens, mais est-ce que la France périphérique de l'époque connaissait Voltaire? Non, pas Si, quand forcément. même, Un si, peu. d'une certaine manière, je ne sais pas. Là, c'est difficile à dire. Dans L'accès un à la certain milieu, tout le télévision. monde le connaissait, c'était la vedette, c'était l'archi-vedette. Est-ce que les gens de la rue savaient? Ah ben, quand il a eu oh là, il faut que je raconte ça. Il faut que je raconte ça. Quand il Raconte, a été vas-y. élu à l'Académie, il était au sommet de sa gloire, hein. Élu à l'Académie, pour un écrivain, il n'y a pas plus haut, hein. Au-dessus, c'est le soleil, comme dirait quelqu'un. Donc, il voulait se venger d'un poète qui s'était moqué de lui. Il y avait des libelles qui circulaient où on se moquait de lui. Mais lui, il passait son temps à se moquer des autres, hein. Il passait son temps à se moquer des autres. Il disait sans arrêt du mal de son voisin, de son prochain, et tout le monde autour de lui, mais il n'aimait pas qu'on lui rende l'appareil. Et il y avait un poète un peu mordant, qui avait troussé un ou deux petits sonnets qui se foutaient de lui. D'ailleurs, beaucoup de gens se moquaient de Voltaire parce que il était nul en théâtre et il avait les ambitions d'être un grand dramaturge. Et ses tragédies faisaient pouffer de rire. Il avait plus souvent qu'à son tour des bides au théâtre et les gens se moquaient de lui et il avait suraigu le sens de son ridicule et il voulait se venger. Donc, il a voulu se venger un jour d'un poète qui avait commis quelques trucs contre lui et les poèmes de ce poète avaient été publiés sans autorisation de libraire. Alors, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que dans l'ancien temps, enfin sous l'ancien régime, tout écrit devait passer par la censure, par un comité de censure. Alors, comité de censure, c'est bien, c'est pas bien. C'est est-ce que ça correspond à la loi, est-ce que c'est conforme à la loi ou pas? Donc, la plupart des écrits passaient la censure. Il y en avait d'autres, c'était plus difficile quand ça attaquait la religion, quand ça attaquait le roi, quand ça avait l'air d'être de menace, ça passait pas la censure. Donc, il y avait un certain nombre de libraires qui savaient que la censure regardait ailleurs pour certains écrits. Bon. Mais si on voulait appliquer la loi, Voltaire était en mesure de dire ce libraire-là, il a vendu des libelles qui n'ont pas passé la censure. Et il a traversé tout Paris avec une compagnie d'archers. Il est rentré chez les libraires en disant lui. Il a fait envoyer des pères de famille à la Bastille. Il a ruiné des libraires, il a ruiné des écrivains, alors qu'il venait de décrocher la timbale. En entrant à l'académie, il est au sommet de sa gloire. Au lieu de profiter de sa gloire, de jouir de sa gloire, il s'est lancé dans une guerre contre les petits, contre les libraires, les imprimeurs, les poètes. Il leur a fait une guerre insensée. Et alors, il paraît qu'on le voyait diriger l'escouade des archers en disant c'est ici, c'est là. Il s'agitait, il battait des bras, il montait dans les étages. Effrayant. Et déjà, regardez, c'est qui ça? Là, il s'appelle Voltaire, il paraît que c'est un grand poète. Donc, attendez, c'est quoi? Alors, à la fois fou, mais haineux, d'une haine, mais inextinguible. Il a envoyé des pères de famille à la Bastille pour avoir publié des trucs qui lui déplaisaient. C'est invraisemblable. Et la censure, la police de la librairie, si on peut l'appeler ça comme ça, ce qui n'est pas inexact, et avait la dent infiniment moins dure que lui. Lui, il voulait qu'on censure systématiquement tout ce qui lui déplaisait. Et pour justifier qu'il demandait la censure, il était capable de dire que quand on l'attaquait lui, qui était historiographe officiel du roi, en fait, on attaquait le roi. C'est-à-dire qu'en fait, s'il attaquait les gens qui l'attaquaient, c'était pour la France. C'était pas pour. Voilà. Mais il était monstrueux. C'est Mais un truc de monstrueux. dingue ça. C'est sûr qu'on l'apprendra jamais à l'école ça, parce que c'est quand on nous Peut-être dépeint qu'un jour, Voltaire à l'école, moi le peu peut-être que je qu'un jour, on apprendra Voltaire une imposture au service des puissants dans une école, hein, pourquoi pas. Mais ça ne sera pas en cours de littérature, il faudra que ce soit en cours d'histoire. Mais oui, il y puis a ce des. sera pas dans l'école de la République. Ouais, mais oui. Mais enfin, l'école de la Déjà par République, principe, c'est voilà. déjà plus beaucoup une école, hein. C'est déjà plus beaucoup une Ah école. bah, non, c'est sûr. Non, mais ce qui est le peu que je m'en souviens, moi, c'était notamment en terminale ou même plus tôt,
Bon, Candide, hein, je me rappelle, hein, biblio lycée, parce que ce bouquin-là, ça fait au moins 20 ans que je l'ai. Puis bon, ça faisait partie des livres obligatoires à acheter, hein, Bien sûr, c'est-à-dire, les contes philosophiques, bien sûr. Ouais. voilà, donc, Et alors, ça se termine par il faut cultiver son jardin. Ah, mon Dieu, que c'est grand, que c'est beau. Oh là là, ce que c'est puissant. Mais arrête ton chat. Oh là 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 non, par contre, il y a une phrase de Voltaire qui est très intéressante, qui dit, si vous voulez savoir, attends, la phrase exacte, que je dise pas de bêtises, euh, parce qu'il a des citations sur l'esclavage déjà, qui est assez intéressante, mais il disait, si vous voulez savoir qui vous contrôle, regardez simplement qui vous n'avez pas le droit de critiquer. Et Ah, ça, ça, je suis pas sûre qu'il. C'est sûr qu'il a dit ça? je sais pas, enfin, Ah, parce ouais, que moi, je l'ai beaucoup entendu attribuer à je- Voltaire, mais personnellement, je ne l'ai pas trouvé. Tu sais, si tu peux me trouver la citation exacte, moi, j'ai là, sous mon ordinateur, là, j'ai Voltaire intégral. si Ça, vous voulez je vais savoir, essayer de le trouver. Comment dis-tu? Qui, si vous qui savez, vous. si vous voulez savoir qui vous contrôle, regardez simplement qui vous n'avez pas le droit de critiquer. Alors, je vais chercher par qui vous n'avez pas le droit de critiquer et je vais voir. Si Voltaire l'a dit, ça va être là-dedans. Ah Maintenant, oui, donc, il faudrait que la alors par citation contre, soit absolument exacte. tu parles de comité de censure. Pourtant, quelque temps après Voltaire, on a eu le marquis de Sade qui a publié les 120 journées de Sodome. Est-ce qu'il est passé par le comité de censure, lui? Parce Jamais, que jamais, jamais. je suis passé, enfin, je me suis farci. J'ai survolé certains passages parce que il y a 920 pages quand même. Il faut imaginer C'est une Lune 10. abomination. Ah, oui, le terme est exact. Non, C'est mais une attends, abomination. Le marquis de Sade n'a pas pu passer par un comité de censure parce qu'il a écrit son horreur là en prison. En prison. Et qu'on a connu ce texte parce que le marquis de Sade, qui s'est fait connaître pendant la Révolution, etc., il était à la section des piques, hein, la même que Robespierre. Si vous pouvez dire qu'il était copain avec lui, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais enfin, disons qu'il a fait après une petite carrière d'homme politique révolutionnaire. Donc, le texte original des 120 journées de Sodome a été retrouvé par des idoles de ce monstre qui l'ont ensuite publié. C'est-à-dire que lui n'a pas publié les 120 jours de Sodome. C'est pas lui. C'est pas lui. Ça s'est retrouvé. Tout ce qu'il a écrit, tous ses écrits datent de ces années de prison. Alors, faire croire, d'abord, on fait beaucoup croire, hein, que le marquis de Sade a été mis en prison pour ses écrits. Non, parce qu'il a tout écrit en prison. Il avait que ça à faire. Il avait que ça à faire en prison. Donc, il a été mis en prison pour ce qu'il a fait et pas pour ce qu'il a écrit. Et ensuite, il a tout écrit en prison et on a connu ses écrits après sa mort. Après sa mort. Voilà. Donc, alors je ne sais pas, il a peut-être publié quelques trucs de son vivant, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas exactement. Mais enfin, les 120 journées de Sodome, je sais que c'est le comble de l'abomination. Moi, j'en ai lu quelques lignes et puis après j'ai compris. Vous prenez le bouquin, c'est absolument ignoble. C'est absolument ignoble. Et il y a des sadolâtres qui disent, regardez, c'est la journée de Sodome, c'est le sublime. Ben, évidemment, si le sublime c'est toujours plus, on peut dire les choses comme ça. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Donc voilà. Sade n'a pas eu à passer par un comité de censure, c'est évident. C'est évident. Tout ça, ça se passait sous le manteau. Ça se passait sous le Alors, manteau. concernant Voltaire, donc dans ton ouvrage, je rappelle qu'il s'intitule Voltaire, une imposture au service des puissants. Donc, tu as évoqué la Bastille, on a évoqué l'avarice, donc on va pas y revenir. La question des dettes aussi, tu nous en parles, page 69 de l'ouvrage. Bon, c'est quelqu'un aussi voilà, qui refusait de payer. Je cite, comme il lui était impossible de nier une dette qu'il ne voulait envisager de payer, il rejoint la comédie qu'il avait donnée pour éviter d'être assujetti au centième denier. Il refit à sa sauce tout l'historique de l'affaire en ne manquant pas d'y ajouter les détails inventés et des interprétations de son cru dont il assomma tous les amis du président au Parlement de Dijon. L'idée était de traiter le président de Brosse dans la boue et de le faire passer pour un menteur. Je cite, je consens à lui rendre Tournai et à lui donner Ferney. Je salue les habitants de Ferney-Voltaire au passage. Si dans toute la province de Bourgogne, il se trouve un seul homme qui approuva son procédé, écrivit-il une semaine plus tard au président honoraire de la Chambre des comptes de Dijon, M. de Ruffet. Mentant sur son âge, sur les chiffres, les sommes, les faits et les interprétations possibles, en appelant à des témoins introuvables, refusant de comprendre que c'était le paysan qui réclamait son dû, il n'y voyait qu'une manœuvre pitoyable du magistrat pour ne pas lui payer, à lui, pauvre Voltaire, ruiné, oui, ruiné par tant de lésine, la somme de 4700 livres qu'il lui devait pour lui avoir soustrait du bois de sa propriété.
Voilà, c'est la Vierge effarouchée au possible. Mais c'est intéressant parce qu'encore une fois, on voit la perfidie du personnage. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est une question à l'envers. Où est-ce qu'il était honnête? Où est-ce qu'il disait la vérité, etc. Nulle part. Donc ça, c'est Jamais, une jamais. chose. Il était fâché avec la vérité. Il était fâché avec la vérité, ça c'est sûr. Alors, après, ce qui est assez intéressant, il y a un épisode, c'est l'expédition de Maupertuis, qui est aussi un autre personnage historique, en Antarctique. Alors ça, c'est intéressant comme passage parce que déjà, en Arctique, pardon, pas en En Arctique, Antarctique, en oui, oui, Arctique. oui. Au Voilà, pôle donc Nord, comme on dit. ouais, je te laisse nous en parler. Ah ben non, j'aurais voulu que tu continues parce que tu avais sûrement une Ah, citation. Non, mais Maupertuis a fait une expédition au pôle Nord, une expédition scientifique. Maupertuis était un personnage absolument délicieux. C'était un grand savant. C'était un grand savant et c'était un homme fort aimable. Quand il est revenu de son expédition au pôle Nord, il est revenu avec les calculs qu'il devait faire et qui ont permis. Alors je me souviens pas et je n'ai pas de connaissances là-dessus, mais il est revenu avec des constatations, avec des observations scientifiques tout à fait valides, tout à fait importantes, et il est revenu au bras d'une belle Finlandaise dont il était tombé amoureux. C'était un homme qui jouait de la guitare, qui chantait. C'était un homme délicieux. C'était un homme délicieux. Et Voltaire s'est pris en grippe. Il a pris en grippe Maupertuis et il l'a poursuivi de sa haine jusqu'à le faire mourir de chagrin. Il l'a pourchassé. Alors, il avait écrit des lignes très très belles pour chanter son expédition au pôle. Il a vraiment, il lui a écrit des lettres de reconnaissance et d'admiration qui sont touchantes. Et quand il s'est retourné contre Maupertuis par pure jalousie, parce que le roi de Prusse voulait honorer Maupertuis et Voltaire ne voulait qu'on honore que lui-même. Et il s'en est même fâché avec Frédéric, le roi de Prusse, Frédéric de Prusse. Il s'en est même fâché parce que Frédéric prenait la défense de Maupertuis. Et Voltaire a attaqué Maupertuis de sa haine, mais jour et nuit, absolument sans interruption, jusqu'à ce que l'autre en meure. Et il a continué de le poursuivre de sa haine post-mortem. Et Frédéric a écrit un jour à une de ses sœurs. Alors l'intérêt de la collection Voltaire intégrale, c'est que vous allez également trouver la correspondance de Frédéric de Prusse à propos de Voltaire et pas forcément à Voltaire, puisqu'on a une lettre que Frédéric écrit à sa sœur où il lui dit « S'il approche de chez vous, ne le recevez pas, c'est un monstre, c'est un monstre, c'est un monstre, fuyez, fuyez, fuyez ». Et Voltaire, qui avait bafoué le roi, qui l'avait volé, qui lui avait menti, c'était effrayant la façon dont il s'est comporté avec ce grand prince qui l'avait reçu à sa table, qui l'avait honoré, qui l'avait pensionné. Il était tellement radin qu'il partait, quand il dînait avec le roi, il prenait il avait besoin d'aller dans sa chambre au milieu de la soirée, il prenait le chandelier, il allait dans sa chambre, il revenait sans les chandelles, c'est-à-dire qu'il volait les chandelles. Il était absolument effrayant. Et quand Frédéric s'est fâché tout rouge en disant maintenant j'exige, je suis le roi et vous êtes. Voltaire se répond partout en disant mais il est incroyable. Mais alors, il m'a écrit des lettres pour me dire qu'il m'aime et qu'il m'admire, et voilà comment il me traite, mais il est complètement inconséquent. Il n'atteignait pas son cerveau que ça pouvait être son attitude à lui qui déclenchait la colère de Oui, ou Frédéric. alors il le faisait exprès en faisant comme s'il avait été pris en flagrant délit, mais qu'il était victime. Donc il Mais avait un côté un peu triangle de Cartman, en fait. C'est-à-dire qu'un côté, il était témoin, un côté, il était bourreau, il se faisait passer pour une victime. Il était oui, psychiatriquement peut-être très instable, et en même temps, il faisait exprès d'avoir ce statut-là d'homme fort, parce que on parlait de communicant tout à l'heure. Aujourd'hui, un communicant, comment ça fonctionne? Il est à la fois de mèche avec les médias, avec les politiciens, avec les influenceurs, avec la justice, tant qu'à faire. avec la justice. Donc, en fait, c'est la meilleure place, le communicant. Aujourd'hui, le communicant est plus, et d'ailleurs, dans le rapport de la commission sur l'audiovisuel que je suis en train de lire de Charles Aloncle, il y a certains témoignages ouais, je suis en train de le lire, 550 pages, il faut s'accrocher. En fait, il y a un témoignage qui est très intéressant et qui me rappelle Voltaire, c'est qu'il y a quelqu'un qui disait mais finalement, la meilleure place, c'est pas d'être en politique, c'est pas d'être journaliste dans un média, c'est d'être au carrefour de tout cela. Parce qu'au moins, on a des yeux partout et on a la main mise sur tout. Dès lors qu'on a un peu de fortune, eh bien, on a la possibilité d'activer des leviers dans un sens ou dans l'autre, puisque tout est
interconnectés. Et tant que la population française n'aura pas compris que finalement, les réseaux de pouvoir, alors à l'époque, il y avait les salons littéraires, il y avait les cercles, les réseaux maçonniques déjà, il y avait aussi absolument. les clubs, l'ancêtre des fameux think tanks, mais des cafés philo de l'époque. Mhm. Aujourd'hui, on a le dîner du siècle, on a la Grande Loge de France, Grand-Orient de France, on a plein de petites opuscules comme ça, directement connectés au sein du cercle parisien. Mais en fait, c'est d'être au carrefour de l'ensemble de tout ça. On est plus, j'allais dire, on est plus puissant dans ce rôle-là que quand on est dans un domaine en particulier. Et le Mais communicant, c'est ça qui… alors, c'est exactement ça, mais tu as dit le mot c'est puissant, c'est-à-dire que c'est un rôle qui revient aux gens qui cherchent la puissance, quand une volonté de puissance. Et les gens normaux ne cherchent pas la puissance, je suis désolé. Les gens normaux, ils cherchent l'efficacité dans ce qu'ils aiment faire, dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils veulent faire. On ne cherche pas la puissance. Vouloir la puissance, c'est déjà avoir un pet au casque, excuse-moi, mais c'est vrai que, alors ça relève, la volonté de puissance, je ne sais pas comment appeler ça, c'est l'hubris, hein. Les gens qui veulent absolument être plus forts que les autres, le plus grand, le plus beau, le plus, etc., etc. C'est psychiatrique aussi, ça relève vraiment de la maladie mentale. Mais c'est vrai que une certaine forme c'est vrai que le monde que tu décris là au carrefour, au milieu de la justice, les médias, les politiques, etc., c'est la place idéale pour exprimer sa volonté de puissance. Et c'est vrai que ça correspond assez bien à Voltaire. Ça correspond assez bien à Voltaire. Il Parce était que issu de… quand tu parles d'imposture, il faut bien résumer ce que c'est qu'un imposteur. Déjà, le terme imposteur est très important. C'est-à-dire que Voltaire, officiellement, dans ce qu'on a appris à l'école, etc., est un philosophe. Bon, Et un philosophe, grand philosophe. Et un grand… philosophe, c'est philosophia, c'est l'amour de la sagesse. Bon, on voit Voilà. déjà que lui, l'amour et la sagesse, ça lui est étranger. Ni l'un Déjà, ni première l'autre. chose, Ni l'un ni ni l'un l'autre. ni l'autre. Ensuite, on parle, les philosophes de Plateau aujourd'hui, ils font pas de la philosophie, ils font pas des concepts philosophiques, ils font de la politique, ils font du militantisme et de la propagande. Donc, en Hum. réalité, à l'époque, Voltaire, ce qu'il voulait faire, c'était peser de son poids égotique en se faisant passer pour un philosophe ayant une aura intellectuelle suffisamment grande, puisque Voltaire était un mégalomane à l'époque, hein, faut dire les choses comme elles sont. Et donc, pour peser, pour faire incarcérer des gens de manière arbitraire, en fait, c'est le calife qui voulait se prendre à la place du calife. C'était un peu le Is no good de l'époque, si je caricature un peu, mais en fait, c'est ça, parce que pour bien dépeindre qui était Voltaire, notamment pour la jeune génération, parce que certains, peut-être, dans quelques jours, pour le bac, vont peut-être avoir Voltaire à l'oral ou à l'écrit. Donc, c'est toujours d'actualité ce qu'on dit. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, c'est quelqu'un qui, parce qu'il avait les bons auspices de la royauté et de la cour du roi, eh bien, avait quasiment les pleins pouvoirs sans être, j'allais dire élu, mais ça n'existait pas à l'époque, mais sans être choisi par le peuple, ou en tout cas dans la cour d'origine. Donc, il s'est imposé, mais en ayant une ultra puissance dans tous les domaines. Alors, le roi ne l'aimait pas. Le roi ne l'aimait pas du tout. Louis XV n'aimait pas du tout Voltaire. Il en avait une espèce d'aversion parce que Voltaire il était outrecuidant. C'était tu sais, le petit coq là qui veut se faire photographier à côté du grand taureau, tu vois, hein. Et il a un jour, il s'est approché du roi en lui disant, il avait fait c'était quoi, une pièce de théâtre, je ne sais pas trop quoi, enfin, où il passait la brosse à reluire au roi, et il s'approche du roi, il dit, est-ce que vous êtes content, ou un truc comme ça, et le roi dit, qu'est-ce que c'est que cette familiarité, mais qu'est-ce que c'est que ce type, pour qui il se prend, quoi. Le roi ne pouvait pas le voir, le roi ne pouvait pas le voir. Et comme le roi l'avait nommé historiographe de la cour, historiographe, ça veut dire que c'est lui qui allait rendre compte des grandes batailles, des grands traités, des grands trucs comme ça. Et quand il a voulu rejoindre Frédéric à Berlin, il a demandé au roi la permission de quitter son poste. Et le roi a dit oui, 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 allez-y, qu'il y aille, qu'il y reste, qu'il y aille, qu'il y reste. Non, non, le roi ne l'aimait pas du tout. Le roi ne l'aimait pas du tout. Par contre, il avait été très, très flatteur auprès de la Pompadour. Et il était en bon terme avec la Pompadour. Elle avait une puissance phénoménale. Elle avait une influence sur le roi absolument phénoménale. Phénoménale. Et indue. Hein. Enfin bon. Alors, Elle était… dans ton ouvrage, donc tu nous parles de l'historien menteur, falsificateur, faussaire, menteur. Il y a deux affaires majeures que tu traites dans l'ouvrage. Donc, il y a l'affaire Calas, dont on parlera tout à l'heure, qui prend quand même au moins 40 pages dans le livre. Et puis, il y a l'affaire Damien.
alors Damien ou Damiens, je ne sais pas comment on le dit, Damien, Damien, on dit Damien. Damien, du Mm. 5 janvier 1757. Donc là, Mm. on est page 154, donc je vais lire le début du passage. Alors, je cite: «L'affaire Damien commença le 5 janvier 1757 au soir, quand un inconnu frappa le roi dans le dos à l'aide d'un petit couteau. Voltaire était à ce moment-là à Montrillon, près de Lausanne, où la nouvelle mit 8 jours à l'atteindre. Le premier courrier qui fasse mention de l'événement est daté du 13 janvier et il l'adressa au président Hénault. Je cite: Pensiez-vous pouvoir voir de pareils crimes dans le temps éclairé où nous sommes? Hélas, les temps éclairés ne sont que pour un petit nombre de gens. Est-ce le jansénisme qui a produit ce monstre? Est-ce le molinisme? Je ne croyais ces deux sectes que ridicules, et elles répandent, comme les autres, le sang le plus sacré. Je me renferme dans ma solitude et j'y gémis sur le genre humain. Voici, résumé en quelques phrases, l'essentiel de la philosophie de Voltaire. Les lumières sont pour le petit nombre et le crime est religieux, forcément. Il dit le même jour la même chose à son ami Thiriot. Voilà donc ce que produiront toujours des querelles de prêtres. Les temps éclairés n'influeront que sur un petit nombre d'honnêtes gens. Le vulgaire sera toujours fanatique. Ce sont donc là les abominables effets de la bulle Unigenitus et des graves impertinences de Quesnel et de l'insolence de Letellier. Je n'avais cru les jansénistes et les molinistes que ridicules, et les voilà sanguinaires, les voilà parricides. Enfin, troisième et dernier courrier du jour à son ami Verne. Ravaillac a laissé des bâtards. J'ai bien peur que celui-ci ne soit un prêtre janséniste. Les jésuites ont à se plaindre qu'il ait été sur leur marché. Voilà donc une affaire entendue. Si un attentat a eu lieu, son auteur est un monstre et un fanatique religieux. Avant même de ne rien savoir de la chose, Voltaire a fait son choix. Il n'en démordra pas. Absolument, absolument. C'est exactement ça. Ça, c'est tout Voltaire. Ça, c'est tout Voltaire. Alors, il a, quand il a commencé à se renseigner un peu sur Damien, il a recommencé à mentir, mentir, mentir. Il a dit qu'il avait été soldat, ce qui n'est pas le cas. Damien avait été le valet d'un militaire. C'est à ce titre qu'il l'a suivi à la guerre, c'est pas un titre de soldat. Il a été soldat, il a été à la guerre, ce qui est pas vrai, il n'a pas été soldat. Il dit son père avait fait banqueroute. Faire banqueroute, ça veut dire être malhonnête et avoir fait des affaires frauduleuses. Or, son père était paysan, il n'avait jamais fait d'affaires et il avait été ruiné par la peste qui avait ravagé l'Artois. Tous les détails qu'il donne sont faux, 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 faux. Et quand il décide, alors qu'il vient juste d'apprendre qu'il y a eu un attentat, que c'est soit un moliniste, soit un janséniste et que c'est forcément religieux, on a tout Voltaire là-dedans. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire quand il va parler du sujet, ça va être de faire en sorte de chercher des détails qui vont corroborer l'idée. C'est pas forcément d'ailleurs l'idée qu'il a, c'est l'idée qu'il veut que le peuple ait de l'affaire. C'est-à-dire qu'on va prendre un attentat contre le roi comme nouveau prétexte de pourfendre les religieux, de pourfendre. Alors, Damien, il était religieux, voilà. Pas du tout, du tout, du tout, hein. Du tout, du tout, du tout. Il a eu tout juste à la messe parce que tout le monde le faisait à l'époque, mais encore, voilà, point trop d'infos. Il avait un frère qui voulait aller au Vêpres, il dit bon, je te laisse aller au Vêpres, moi je me promenais, voilà. Donc il avait une religiosité au ras des pâquerettes, minime, et il en fait un fanatique religieux parce que ça l'arrange, parce que ça l'arrange. Et il s'est permis en plus de minimiser. Alors Damien a été mis à mort dans des conditions d'atrocité qui sont tellement abominables que je me refuse à les expliquer. C'est insoutenable, c'est insoutenable. Un supplice qui a duré 2 heures et quart. Comment, les magistrats qui avaient concocté cette horreur ne trouvaient pas de bourreau pour officier. Ils ont été obligés. Alors, le premier bourreau qui devait le faire, on l'a retrouvé ivre-mort sous l'échafaud. Le deuxième, c'était pareil. Le troisième, il s'est fait porter pâle. Enfin bon, ils n'arrivaient pas à trouver. Ils ont été obligés de payer des valets qui n'y connaissaient rien. C'est une atrocité sans nom. Et il galégeait. Il disait: ah, la maladie dont est mort, monsieur Damien. La maladie. Un gars supplicié pendant 2 heures et quart. C'était un garçon magnifique, Damien, il avait 42 ans, il était vraiment dans la force de l'âge, c'était un grand et bel homme, costaud. Il a mis 2 heures et quart à mourir, alors qu'un autre serait mort en un quart d'heure avec tout ce qu'on lui a fait subir. Et lui, il trouvait ça drôle. Il trouvait ça drôle. Ben oui, on a bien le droit de rigoler. On a bien le droit de rigoler quand même. Il n'avait aucun respect, alors aucun désir de chercher la vérité, puisque la vérité, il l'énonce avant même de savoir quoi que ce soit. Donc, il ne cherche pas la vérité. Il met son pignon en influence pour faire de la propagande et orienter le peuple dans sa vision des choses. Oui, Donc c'est oui, l'antithèse de la vérité, bien sûr.
il est le contraire du philosophe, il est le contraire du sage. Il est le contraire du sage. Donc, il disait, c'est en tant qu'historien que j'écris dans un moment du livre que les historiens, les apprentis historiens se bouchent les oreilles. C'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire. Voltaire n'a jamais fait d'histoire. Il faisait de la propagande. Il inventait, et quand il paraît que, alors j'ai pas lu tout Voltaire. Il y a 60 000 pages, je les ai pas toutes, hein, d'accord. Je prétends pas, je prétends pas. J'aurais de quoi encore faire 3 ou 4 bouquins comme ça si Dieu me prête vie, mais j'en ai d'autres à écrire avant. Ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Ça y est, perdu le fil. Chaque fois que je fais voilà, ce que Voltaire, alors ce que Voltaire racontait en tant que historien, c'est jamais de l'histoire, jamais de l'histoire. Et il se prétendait historien. Est-ce que tu peux nous par exemple, rappeler un truc, le mensonge énorme. J'étais à Paris le jour où la troupe a ramené Damien de Versailles à Paris, parce que l'attentat contre le roi a eu lieu à Versailles et Damien devait être jugé à Paris. Donc il y a eu un débauche un défilé absolument insensé qui a duré des heures et des heures. On avait mis le malheureux Damien qu'on avait horriblement torturé, on l'avait mis dans un carrosse avec 15 soldats devant, 15 sur les côtés, 15 derrière, et puis la troupe, et puis les machins, etc. Ça a duré des heures et des heures. Et ordre avait été donné par les autorités d'interdire de se mettre aux fenêtres. Il était interdit à la population de se mettre aux fenêtres pour voir passer le convoi. Eh bien, Voltaire dit, j'étais à Paris à ce moment-là, et je peux vous dire que ça n'est absolument pas vrai. Alors, il n'était pas à Paris, non, il ne peut pas dire qu'il y était parce qu'il n'y était pas, et l'ordre, je l'ai retrouvé. Il est absolument avéré que ordre a été donné. Donc, il ment tout le temps. Il ment sur le fait qu'il était là alors qu'il n'y était pas. Il ment et il dit, et il extrapole. Il dit, ce genre de fausse information est donné par des gens qui sont toujours là pour se rendre intéressants, etc., etc. Ça n'a pas changé depuis 3 siècles, hein. C'est ça qui est terrible, hein. C'est épuisant. Non, mais au bout d'un moment, c'est comique. Au bout d'un moment, c'est comique. Moi, je ne sais pas si tu as ri, mais moi, plus souvent qu'à mon tour, j'ai rigolé en écrivant ce livre. Il y a vraiment des moments où j'ai éclaté de rire, quoi. Est-ce que tu as ri en lisant ce bouquin? Alors, j'ai pas ri, j'étais plutôt sidéré parce que, Il y a des gens qui rient, franchement. ouais, mais si tu veux, ce qui me sidère le plus, c'est la capacité de mentir de manière naturelle. C'est-à-dire que, en fait, c'est quand il est peut-être sur le point de dire la vérité que ça doit l'étouffer. Donc, c'est cette pathologie à mentir. Ouais. Et surtout, moi, ce qui me sidère le plus, c'est qu'ils sont encore aujourd'hui idolâtrés par beaucoup. Alors, est-ce que justement, ça m'amène à une question un peu particulière. Est-ce que tu es pour déboulonner la statue de Voltaire, par exemple? Moi, je déboulonne rien. Je déboulonne rien. Non, je déboulonne rien, ni Voltaire, ni personne. Je ne veux pas déboulonner. Une statue a son utilité. Tenez, regardez, c'est à ça qu'il ressemblait. Voilà, il est là. Ça m'embêterait de l'avoir devant ma fenêtre, ça c'est clair, mais je ne l'ai pas devant ma fenêtre. Où est-ce qu'il y a une statue de Voltaire? Où est-ce qu'il est, le Voltaire Alors je sais pas. débaptiser des noms, je sais pas, d'écoles. Débaptiser, c'est facile de débaptiser parce que quand on regarde, on avait une place magnifique à Paris, c'était la place de l'Étoile, elle est devenue la place Charles de Gaulle. C'est pas dur de débaptiser, hein. Pour moi, alors moi, j'ai rien contre le général de Gaulle, hein, qu'on se le dise, mais pour moi, la place de l'Étoile, c'est la place de l'Étoile. Bien sûr. Parce qu'il y a une Alors, étoile par terre. est-ce que tu peux nous rappeler qui étaient les jansénistes et les molinistes? Alors, les molinistes, c'est un nom qu'on a donné aux jésuites et à leurs partisans. Les jésuites, alors Molina, c'était un jésuite qui a écrit beaucoup et qui a écrit, alors il ne faut pas que je dise, ça fait un moment que je n'ai pas travaillé sur ces dossiers-là, donc je ne veux pas dire de bêtises, je ne veux pas citer de date ni de titre précis, mais c'est une référence livresque des jésuites. Donc, ce qu'on appelle moliniste, c'est à la fois les jésuites et les partisans des jésuites. Or, les jésuites, c'était ce qu'on appelle les ultra-catholiques. C'était l'ordre religieux, un ordre religieux masculin, d'hommes, qui s'était dévoué, un, à la défense du pape, et deux, à la propagation des canons du Concile de Trente sur la planète entière. Et les jésuites sont allés en Chine, ils sont allés au Japon, ils sont allés en Amérique, ils sont allés au Canada, ils sont allés absolument partout. Et ils ont également évangélisé dans les campagnes, ils ont créé des écoles partout. On pouvait devenir… Tiens, je vais te donner un exemple d'une carrière qu'on pouvait faire en étant passé chez les jésuites. Tu as eu un jeune garçon qui était fils d'un apothicaire, c'est-à-dire d'un honnête artisan, qui a fait ses classes
dans une école de jésuites de province. Le lieu m'échappe absolument. Et il était tellement brillant qu'il est monté. Il a terminé cardinal, président de ceci, président de cela, premier ministre, etc. C'est le cardinal Dubois. Et il a commencé simplement chez les jésuites. Et il est monté. Alors, on raconte qu'il avait tous les vices, c'est absolument pas vrai. Il n'aurait jamais pu monter s'il avait eu tous ses vices. Je raconte ça dans mon livre sur la Régence, le tournant de la Régence. Et le cardinal Dubois est un homme qui a été fait entièrement par les jésuites, qui lui ont appris à raisonner, à apprendre, à décider. C'était une formation absolument hors pair. Passer chez les jésuites, c'était vraiment c'était le catholicisme le plus militant, le plus comment dirais-je, Évangéliste. alors oui, enfin, faut se méfier parce que évangélique, ça a une connotation maintenant tout à fait Oui. protestante et américaine, faut pas confondre. Ils étaient les soldats, mais avec des guillemets, parce que j'ai vu un jour une vidéo d'une espèce de folle qui disait que les jésuites étaient des militaires parce qu'ils avaient un général. Ils n'avaient pas un général, ils avaient un directeur général qu'on appelait général et qui n'a jamais fait l'armée, qui n'a jamais fait. C'était une armée de soldats de Dieu. Qui ne se battaient pas avec des armes, mais avec de la spiritualité, avec de l'intelligence. Donc, les jésuites étaient proches des rois, ils étaient proches du pape, ils étaient redoutés par leur intelligence et leur intégrité. Et ils avaient comme ennemis jurés, les jansénistes. Alors, les jansénistes, c'est une secte qui s'est développée en opposition au catholicisme. C'est-à-dire que les jansénistes, c'était des gens qui disaient on ne, après la réforme de Luther, c'est-à-dire quand l'unité de l'Église s'est scindée en deux, hein, jusqu'à Luther, jusqu'à 1500, je sais pas combien, 12, je crois, je me souviens plus exactement, l'Église était une. À partir de Luther, l'Église va se scinder, il va y avoir les protestants et les catholiques. Alors, les jansénistes, ils arrivent un petit peu moins d'un siècle après la réforme, et ils veulent réformer l'Église de l'intérieur, c'est-à-dire sans rompre avec la papauté. C'est-à-dire que le jansénisme, c'est une forme de protestantisme, c'est-à-dire qui conteste l'autorité du pape, qui va contester l'autorité du roi, tout en disant non, non, nous sommes les fidèles serviteurs du roi, mais là où le roi se trompe, il est de notre devoir de l'expliquer qu'il a tout faux, quoi. Donc, les jansénistes, c'était des opposants systématiques à l'autorité papale et à l'autorité royale. C'est-à-dire qu'ils ont été une épine dans le pied de la royauté et ils étaient extrêmement puissants parce que magistrats. C'est-à-dire c'était des gens qui siégeaient majoritairement au Parlement, dans les parlements. Et je dis bien majoritairement parce qu'il y en avait ailleurs. Par exemple, le petit frère de Damien, celui qui avait attaqué le roi, c'était un janséniste, mais un janséniste de base. C'était un pieux monsieur, c'est un ouvrier, il travaillait la laine et il était janséniste. Alors il allait à la messe au vêpres et encore, il était maquine, l'aude, etc. Il était tout le temps en train de prier. Quand il ne travaillait pas, il était tout le temps en prière. C'était vraiment un dévot janséniste, mais d'une grande pureté, Les magistrats jansénistes, la pureté, on cherche encore. C'était des manipulateurs, c'était les opposants véritablement à l'autorité royale et à l'autorité papale, et ils sont les administrateurs de l'abominable hôpital général où j'ai débusqué un horrible trafic d'enfants et un trafic visiblement, de toute évidence, pédocriminel. Donc les jansénistes, c'était une secte qui passait son temps à se dire attaquer de toutes parts et qui passait son temps à attaquer les autres. Ils avaient comme ennemis obsessionnels les jésuites. Donc, à partir du moment où un domestique s'en prend au roi, ça sera forcément un janséniste ou un moliniste. Et je suis désolé, ça n'était ni l'un ni l'autre. Damien avait des raisons personnelles de vouloir attaquer le roi, et ces raisons personnelles, j'ai passé quand même plusieurs années dans les archives à fouiller, farfouiller et aller chercher. Je suis même allé en Artois. Hein, j'ai retrouvé le couteau. Non pas le facsimilé, mais le couteau qui a servi à attaquer le roi avait été acheté dans une boutique dont on donnait le numéro le nom de la rue et le numéro de la rue. Et cette boutique, je suis allé sur place pour la retrouver. Et surtout, je suis allé jusqu'en Allemagne pour aller examiner ce qu'il y avait dans les archives d'un prince, le prince de Croy, qui avait été nommé par le ministère au moment de l'attentat pour aller en Artois, enquêter sur Damien, voir qui c'était ce type-là et remonter à la source, voir d'autres là. Et le prince de Croy, quand il est allé à Saint-Omer
sur les traces de Damien pour retrouver son père, son frère, sa sœur, etc. Il est allé dans la boutique où Damien avait acheté son couteau et il a acheté le même. Et il a pris une petite feuille de papier, il a marqué couteau semblable à celui qui a attaqué Sa Majesté telle date. Le couteau, le truc est replié avec une belle épingle et je suis tombé dessus et je l'ai tenu dans mes mains. Alors, ce n'est pas le couteau qui, mais vraiment le même couteau qui acheté dans la même boutique au même moment. Bon. Alors, c'est dire que quand j'ai voulu enquêter sur Damien, je suis allé vraiment à la source. J'ai remonté, et c'est là que j'ai découvert tous les mensonges qui pouvaient ouais, là-dessus. Donc, dire que Damien était janséniste ou moliniste, désolé, il n'était ni l'un ni l'autre. Il était très proche des magistrats jansénistes. Pourquoi? Parce qu'il était leur valet. Donc, c'était un valet honnête. Il servait ses maîtres honnêtement. Et quand il a été arrêté, on a tout de suite dit, mais Damien, il a servi les jésuites, parce que quand il est arrivé à Paris de Saint-Omer, quand il était tout jeune, il avait, je sais pas, 18-20 ans, il avait été reçu comme valet chez les jésuites au futur collège Louis le Grand, qui s'appelait à l'époque le Grand Collège des Jésuites. Le même où Voltaire et tous ces gens-là, tous ces petits camarades ont usé leur fond de culotte. Voilà. Donc, on a dit, il était avec les Jésuites, parce que quand il est arrivé, il avait servi chez eux. Après, on a dit, il était avec les jansénistes parce qu'il avait également servi chez eux. Puis, il aurait pu dire qu'il était avec Pauquès parce qu'on a cherché à trouver n'importe quelle explication à l'attentat de Damien, sauf la bonne. D'accord. Et la bonne, c'est quoi? La bonne, c'est qu'il savait que le roi couchait avec des petites filles. Et que comme père de famille, il était indigné. Alors justement, Marion, pour répondre à la question sur les statues de Voltaire, j'ai une amie qui m'a écrit en privé en me disant qu'il y en a 2 statues à Ferney-Voltaire, sculptées par Émile Lambert au XIXe siècle. Et puis, dans le chat, on a la statue de Voltaire, rue des Écoles, Paris 5. Donc, merci Isabelle pour ces précisions. Alors, je te propose, avant de répondre aux questions… C'est bien clair, moi je ne déboulonne pas les statues. D'accord. Que les œuvres restent où elles sont. Je te propose qu'on évoque l'affaire Calas et ensuite l'affaire du Chevalier de la Barre avant de répondre aux questions des auditeurs. Oui. Il y en a quelques-unes. Merci à tous ceux qui sont là. Vous êtes 726 en direct. On n'hésite pas à partager, à diffuser l'émission. Donc, je rappelle que c'est une émission spéciale sur François-Marie Arouet, alias Voltaire. Alors, Marion, cette affaire Calas, ça, c'est quand même 1762, le 17 mars. Donc, on est page 169 de ton ouvrage, d'accord. Chapitre 5, l'affaire Calas, acte 1, la mise en place. Je cite, « Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Voltaire, il est une chose au moins sur laquelle tout le monde peut se mettre d'accord. Il a fait réhabiliter Jean Calas, qu'on avait roué vif le 10 mars 1762, sur l'accusation d'avoir tué son fils. Voilà une donnée qui ne souffre pas de contestation. On dit et on rapporte que Jean Calas était un protestant toulousain qui fut accusé d'avoir tué son fils parce que ce dernier voulait se faire catholique. Convaincu d'assassinat, Calas fut condamné et exécuté à l'issue d'un procès truqué dans lequel le fanatisme populaire et l'intolérance religieuse eurent la plus grande part. Alerté par de courageux protestants qui firent le déplacement pour le convaincre qu'on avait roué un innocent Voltaire, Voltaire, d'abord réticent, se laissa conquérir par cette version des choses. Puis il l'adopta pour en faire son cheval de bataille, la bataille de sa vie. De son exil de Ferney, il réussit par la seule force de sa plume à faire réviser le procès ou à faire proclamer l'innocence du malheureux Toulousain. L'affaire Calas ou le triomphe de la raison contre le fanatisme, à elle seule, résume et symbolise toute la force bénéfique des Lumières et justifie le culte rendu aux vieux seigneurs de Ferney. Une rapide visite sur des sites d'éducation la plus neutre ou de libres penseurs les plus engagés nous montre la portée incomparable du travail voltairien en faveur du combat universel contre le fanatisme, l'obscurantisme, bref, le mal. Odieux Voltaire, nous avons vu la longue liste de ses vices et celle de ses mensonges qui font de cette idole planétaire un personnage infréquentable. Sans doute, mais il a fait réhabiliter un père de famille injustement exécuté et il a courageusement dénoncé la barbarie judiciaire et le fanatisme religieux. Cela seul devrait suffire à justifier sa renommée mondiale, non? Nous allons ici y regarder de plus près. Alors, tout dégringole. Quand on parle des lumières, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, ce n'est pas la lumière des spots, c'est la lumière des loges.
c'est la lumière de la pensée, de la réflexion, la lumière de l'intelligence, la lumière de ceux qui remettent en cause la religion et la foi au nom de la raison, la raison qui est souvent raisonnante et jamais raisonnable. Alors, cette introduction que je fais au chapitre, c'est absolument pas ce que je sais maintenant, c'est ce que j'ai cru savoir. Et j'ai même écrit dans un des ouvrages j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle De la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise. Cet ouvrage il a dû sortir en 2014, alors que mon Voltaire est sorti 3 ans après. Et dans le chapitre consacré à l'affaire Calas dans ce livre, je dis que Voltaire, ou consacré à Voltaire, je ne me souviens plus exactement, je dis que Voltaire a fait quand même réhabiliter un innocent injustement. Mais Calas n'était pas innocent. Pour comprendre l'affaire Calas, avant de lire Voltaire, je lisais Voltaire, mais je n'avais pas tout lu, mais je connaissais la version, je connaissais sa version, je connaissais son traité de la tolérance. Je me suis rendu aux archives à Toulouse, et j'ai ouvert le dossier Calas. Voilà. C'est un dossier qui est tout à fait disponible. Alors maintenant, il est en ligne, mais moi, à l'époque où j'ai fait ma recherche, je suis allé à Toulouse. Je me suis fait délivrer le gros dossier Voltaire, le gros dossier Calas, et j'ai commencé à lire. Mais on n'a pas lu 30 pages qu'on a compris ce qui s'est passé. Calas a tué son fils. On n'a pas tué Calas parce qu'il était protestant et que on l'a exécuté parce qu'il avait tué son fils. Ce que dit Voltaire, et c'est toute la perversité de ces trucs, c'est on l'a tué sous prétexte qu'il aurait. On a accusé Calas d'avoir tué son fils sous prétexte que celui-ci voulait se faire catholique. Mais on n'a pas tué Calas parce qu'il aurait tué son fils sous prétexte que. On a exécuté Calas parce qu'il avait tué son fils, point. Quelles que soient les raisons. Parce qu'il avait commis un infanticide, quoi. Ou un homicide, parce qu'un infanticide, un homicide, oui. Un homicide. Donc, ce n'est pas sur le prétexte de la religion, c'est sur le prétexte de l'assassinat pur et simple. Non, mais alors, ce n'était pas un assassinat non plus, parce qu'un assassinat, c'est quelque chose de prémédité. J'ai tellement bien étudié le dossier Calas que je peux dire. Ce que j'ai compris, moi, de l'affaire Calas, c'est que le père Calas était furieux contre son fils qui l'avait volé. Il a voulu lui faire une correction et la correction a mal tourné. C'est-à-dire que le père Calas n'a pas voulu tuer son fils, mais il l'a tué quand même. Il l'a tué quand même. Or, dans le système judiciaire de l'époque, si on s'en prend rigoureusement au texte et à la façon de procéder, quelqu'un qui menace de mort, une personne qui menace de mort une autre personne, si une personne A qui menace de mort une personne B, si la personne B est retrouvée morte, la personne A est d'emblée considérée comme coupable. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'était comme ça. Or, il se trouve que le père Jean Calas avait été plusieurs fois surpris dans sa boutique à prendre son fils au collet et à le maltraiter. Et un jour, il lui a dit « Il ne t'en coûtera que la vie », ce qui s'appelle une menace de mort, devant témoins. Les témoins, c'était 2 dames qui étaient venues acheter du tissu, parce que Jean Calas était marchand de tissu. Ils étaient venus acheter du tissu et ils sont tombés au milieu de cette dispute entre le père et le fils. Le père était plein de rage, le fils était complètement il ne t'en coûtera que la vie, il l'avait pris au collet comme ça. Et on retrouve le fils mort. Écoutez, les juges, ils font le travail, ils font leur enquête, ils interrogent les témoins, ils ont le père Calas a fait ceci, cela. On a retrouvé le fils étranglé par terre dans une pièce, dans une maison fermée de l'intérieur. Donc, ça ne peut pas être quelqu'un qui est arrivé de l'extérieur. Donc, on le trouve mort dans une pièce où il n'y avait pas de lumière. On le trouve par terre. Et 2 jours après, alors on appelle les voisins appellent l'autorité en disant il y a un mort dans la maison, on entend des cris, il est mort, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils vont chercher l'autorité publique, les capitouls, hein, c'était les magistrats du Capitole, c'est-à-dire de la mairie de Toulouse, de la mairie de Toulouse qui était également un tribunal. Donc le capitoul se déplace sur place, il pose les questions qu'il faut et il comprend que c'est quelqu'un de l'intérieur qui a tué le garçon. C'est quelqu'un de l'intérieur. La porte était fermée, il y avait 5 personnes à l'intérieur, il dînait à l'étage, on a retrouvé le fils étendu par terre, étranglé. Bon, bah, c'est quelqu'un de la maison qui l'a fait. Donc il pose des questions. Est-ce qu'il y avait de la lumière? Non. Est-ce que la porte était ouverte? Non. On voyait qu'il avait un truc autour du cou. Bon, bah, on arrête tout le monde. Et puis 2 jours après avoir reçu la visite de leur avocat, les Calas changent de version. On ne l'a pas trouvé par terre, on l'a trouvé
pendu entre deux portes. Pendu entre deux portes, il avait mis une barre entre deux portes, il s'était pendu à la barre entre deux portes. Pourquoi cette différence entre la première et la deuxième version? Ils ont dit, on l'a trouvé pendu entre deux portes, mais on l'a dépendu parce que on ne voulait pas qu'on lui fasse subir l'enterrement infamant des suicidés. Les suicidés, on les jetait à la fosse commune et ils ont dit, on a fait croire à un assassinat parce qu'on a voulu masquer un suicide. Or, le suicide ne tient pas debout. Les magistrats ont fait tout à fait leur travail. J'ai vu ça dans le dossier, hein, c'est clair et net. Ils ont fait venir un médecin légiste et tout ça et tout ça. Ils ont mesuré la hauteur des montants de la porte, la largeur de la bille de bois qui aurait servi prétendument à pendre Marc-Antoine. Effectivement, alors la trace sur le cou, c'était véritablement une trace de strangulation, mais quand on prenait la taille du garçon plus ses pieds, hein, la hauteur de la corde, ça collait pas, il ne pouvait pas se prendre comme ça. Et cerise sur le gâteau, on avait la porte, l'écartement des portes, et ça c'est très très important de comprendre que c'est sur les petits détails qu'on trouve la vérité, l'écartement des portes était plus étroit était plus court que la longueur de non, la bille était plus courte que l'écartement des portes. Donc, pour qu'il puisse se pendre à l'écartement des portes, il fallait refermer les portes. Et il est bien évident que une bille ronde, hein, une bille, c'était un bâton rond très très glissant qui servait pour les marchands de tissus à aller chercher les tissus sous la table, tu rentrais et hop, tu ressortais les tissus comme ça. Donc c'était un grand bâton verni, très très glissant, qui n'aurait jamais pu tenir sur des portes comme ça. Il est bien évident qu'un garçon, alors il n'y avait pas, le magistrat avait posé la question, y avait-il un tabouret? Non, il n'y avait pas de tabouret, donc comment aurait-il fait pour se hisser sans tabouret dans une pièce sans lumière, pour aller se pendre, et la première secousse de la mort aurait fait glisser la bille de bois qui lui serait tombée sur la tête, il n'aurait jamais pu se tuer. Le suicide était impossible, matériellement exclu. Les magistrats l'ont vu tout de suite. Ils ont vu tout de suite que le suicide n'était pas recevable. Si ce n'est pas le suicide, c'est quoi? À partir du moment où on l'a retrouvé entranglé, c'est que quelqu'un lui a serré le cou. Et quelqu'un lui a serré le cou. Voltaire va arriver là-dessus, parce qu'il va être prévenu par des gens, puis il va dire « Ah, ça c'est formidable, comme c'est un protestant, on va en profiter ». Ils ont commencé à raconter des histoires. Le père aurait voulu, alors que c'était un homme délicieux, tellement doux avec ses enfants, on raconte qu'il aurait voulu empêcher son fils de se convertir au catholicisme, mais c'est absolument pas vrai. Jamais Marc-Antoine n'a voulu se convertir au catholicisme. Tout ça, c'est des calomnies. C'est la populace qui veut se venger, etc. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Tout est dans le dossier. Le dossier, il est limpide. Il est limpide. Le suicide n'a pas pu avoir lieu. Et il est avéré, ça se retrouve très très rapidement dans le dossier, que le fils avait volé le père. C'était la guerre de 7 ans. Les affaires étaient difficiles. C'était des commerçants. Le père avait une femme, 2 filles, 3 fils et une servante à nourrir. Il ne pouvait pas se permettre de perdre de l'argent. Donc, il faisait travailler son fils Marc-Antoine dans sa boutique sans le payer. Sans le payer. Et le fils, il avait 29 ans, il accumulait la rancœur. Il disait, enfin, mon père, aidez-moi à m'installer, aidez-moi à m'établir. Non, t'as qu'à rester là et tout. Donc, il utilisait gratuitement le travail de son fils, qui tapait dans la caisse. Et un jour, une voisine est passée par là, et elle a vu, et la voisine qui a témoigné à propos de Il ne t'en coûtera que la vie, a témoigné devant le juge, elle a dit, il m'avait semblé que le fils avait volé le père. Et c'était bingo, on le retrouve ça dans le dossier, effectivement. Donc le fils volant le père veut se venger et corriger. Non, il ne veut pas se venger, il veut lui faire une... Non, il ne veut pas se venger. Je ne crois pas Jean Calas capable d'un meurtre par vengeance, pas du tout. Voilà, moi je considère Jean Calas et la famille Calas comme des honnêtes gens qui ont été pris dans un truc qui les a dépassés. La situation est à la guerre, la situation est difficile, les affaires sont dures, et on est protestant dans un pays catholique, on n'est pas en odeur de sainteté. Donc ça, c'est le contexte. Je crois que le père Calas, qui n'était pas un mauvais père, mais il était colérique, et il était impitoyable avec son fils Marc-Antoine. Peut-être qu'il n'aimait pas Marc-Antoine, c'était son fils aîné, moi j'en sais rien, je ne connais pas les détails de son âme. Ce que je sais, c'est qu'un autre frère, il y avait 3 frères, un autre frère de Marc-Antoine et de Pierre, qui n'était pas là, mais qui apparaîtra plus tard, s'était converti au catholicisme par conviction, et son père l'avait chassé. Et ce fils
avait demandé à son père de l'aider. Il l'avait chassé alors qu'il était encore tout jeune et il n'avait pas terminé sa formation. Donc, il avait demandé à son père de l'aider à s'établir. Et son père lui a dit, tu veux te faire catholique, tu n'as qu'à demander à tes amis catholiques, tu n'es plus mon fils. Il l'avait chassé. Donc, ce garçon était allé voir la justice et il en disait, voilà, mon père m'a chassé et je voudrais que quelqu'un m'aide à m'établir. Donc, il y avait eu une enquête de voisinage qui avait été faite, une enquête très, très bien faite, des gens qui étaient allés voir quel était le niveau de vie de la famille, combien ils gagnaient, etc. Et ils ont conclu, et j'ai lu les conclusions, que le père Calas avait les moyens de payer une pension à son fils jusqu'à ce qu'il puisse s'établir, c'est-à-dire lui permettant de terminer sa formation et de pouvoir s'établir ensuite. C'est-à-dire que le Marc-Antoine, quand il a voulu que son père l'aide à s'établir, son père lui a refusé et il s'est dit, bah, j'ai qu'à me faire catholique, puisque quand on se fait catholique, on peut obtenir de la justice, tu vois. Et je suis persuadée, parce que j'ai lu suffisamment d'écrits là-dessus, que jamais Marc-Antoine n'a voulu se faire catholique. Il était un protestant sincère, comme sa mère, comme c'était une famille de protestants tout à fait croyants, tout à fait pratiquants, tout à fait sincères. Il n'a jamais voulu se faire catholique, mais il avait une telle colère contre son père Mais qu'il c'était a voulu. par rébellion, quoi. C'est un Mais peu. pour lui faire croire, un, pour l'embêter, deux, pour lui dire, tu veux pas me donner de pension? Eh ben, je vais aller voir, je vais faire comme mon frère, je vais aller voir les magistrats, puis je vais leur dire, regardez, mon père me refuse une pension parce que je veux me faire catholique. Mais il a jamais voulu se faire catholique, Marc-Antoine. Jamais. Vraiment, vraiment. On Donc l'a on pas est vu vraiment dans. dans des petites guerres d'ego au sein d'une famille, des réactions émotionnelles, etc., qui Mais c'est prennent un drame des proportions. familial. C'est ni C'est un plus drame ni moins familial qu'un qui drame prend des familial. proportions d'affaires d'État et même d'affaires historiques, Mais c'est qui a parce que été Voltaire a aussi, voulu en faire. C'est parce que voilà. Voltaire a voulu en faire une affaire d'État. C'était pas une affaire d'État, c'était une affaire de famille. Alors, dans une ambiance quand même spéciale, parce qu'effectivement, Toulouse avait beaucoup pâti des guerres de religion. La guerre entre catholiques et protestants, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est encore tout un chapitre, c'est extrêmement Ouais. compliqué, mais les tensions entre catholiques et protestants à Toulouse, c'était quand même pas de la petite bière. Hein. Il y avait eu mort d'homme un siècle avant, et un siècle, c'est pas beaucoup, regarde l'histoire. Un siècle, c'est pas beaucoup. Donc, Voltaire a inventé que les catholiques ont voulu se venger, que ci, que là, et que Calas a été odieusement accusé d'avoir tué son fils qui s'était suicidé. Alors Voltaire raconte, il dit, il avait lu tout ce qu'il y avait à lire sur l'éloge du suicide. Il y avait lu quoi? Quoi tu Est-ce parles? que ce genre d'affaires, quand j'ai lu les premières lignes, j'ai indirectement pensé à l'affaire Dreyfus. Est-ce que les deux sont comparables ou pas? Je ne connais pas assez l'affaire Dreyfus pour le savoir. L'affaire Dreyfus, c'est Oui, non, je connais l'histoire. oui, mais Je c'est connais pas parce qu'il suffisamment était les juif. arcanes. Ouais. Ouais, c'est Je connais pas surtout parce suffisamment. qu'il était juif et on disait que il a été condamné à tort parce que c'était sur son, statut, entre guillemets «ethnique» et cetera. On est en 1897 à peu près, Ouais, ouais, avec ouais. le fameux «J'accuse» de Zola et cetera. Mais, Oui, 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 oui. on voit que, comment dire? Parce que là, on prend on prend le prétexte de la religion catholique protestant, comme on a pris le prétexte, de De juif pour l'antisémitisme. Dreyfus, alors que Mmh. certains disent qu'en fait, il était vraiment, coupable, mais qu'il a on le reconnaît parce qu'il était juif, du coup, il y avait beaucoup d'antisémitisme, à la fin du 19e siècle et que ça aurait servi de prétexte pour l'accuser et aggraver son cas. Et Voilà. aujourd'hui, justement, on veut le mettre, là, ça s'est discuté, à Matignon, hein, ces derniers temps, de le mettre en statut de général, je crois. Donc, plus d'un siècle après, voilà, c'est pour ça que je t'en parle. Mais, parce que quand on sait que Voltaire a beaucoup, craché sur les juifs, hein, dans ses, Mais c'est le pire antisémite. Il avait un antisémitisme racialiste. C'est-à-dire qu'il ne considérait pas les juifs comme tout à fait des humains. Non, mais vraiment, hein, c'est les textes les plus abominables de Voltaire, c'est ce qu'il dit sur les juifs. Mais c'est pas des gens, hein, c'est pas des gens. Il dit que c'était le croisement de boucs et de femmes et de chèvres et d'hommes. Ça a donné les juifs, c'est ça qu'il disait. Attends, oh, faut que je te raconte une histoire très drôle. Il y a un prêtre un jour, un prêtre que je connais, qui se présente alors pas déguisé, pas habillé en prêtre, hein, il était en civil. Il se présente dans une exposition de la libre pensée et il voit un portrait de Voltaire. Il dit, c'est quoi ça? Bah, il dit, mais c'est le grand Voltaire, mais c'est un antisémite. C'est pas un antisémite, Voltaire. Il dit, attendez, hein, attendez, hein. Moi je suis juif. Alors c'était un prêtre, juif de naissance, converti. Il a fait retirer tous les portraits de Voltaire en les menaçant d'appeler le CRIF.
Il disait, mais vous savez, Non, vous voulez que je vous sorte toutes les citations de Voltaire sur les Juifs? Et alors là, il avait lu mon livre, il avait une page et demie silence. de citations, les citations les plus abominables. C'est indicible, les horreurs que Voltaire raconte sur les Juifs, mais il les exclut du genre humain. Il avait une haine inextinguible des Juifs. Et sais-tu pourquoi il n'aimait pas les Juifs? Parce qu'il faut savoir, il a voulu rouler un Juif qu'il l'a roulé 2 fois. Il a essayé de rouler un Juif en lui achetant il lui a acheté des diamants. Il les a payés avec de la monnaie de singe et les diamants étaient faux, ou un truc comme ça. Alors, par contre, il existe un ouvrage qui s'appelle À nous la France de Isaac Blumken de Ah, 1913. j'ai pas lu Je te ça. l'enverrai par mail parce que j'en ai fait une lecture audio. C'est assez sidérant parce que justement, ça parle je pense, des sionistes, on peut dire, qui disaient la main mise sur la France, à nous la France, hein, tout est dans le titre. Et Ah oui, franchement, c'est incroyable, c'est abominable aussi en la matière. Et justement, au-delà de l'affaire Calas, il y a aussi l'affaire du chevalier de la Barre. Donc ça, ouais. c'est page 274. Alors, cette affaire, justement, chapitre Alors 8, attends, je attends, je cite. voudrais terminer quand même sur l'affaire de Calas. Je Vas-y, voudrais vas-y, terminer sur vas-y. l'affaire de Calas. Voltaire, à force de mensonges et de campagnes à travers toute l'Europe, a réussi à faire casser le jugement pour vice de procédure. Ce qui ne revient pas à une réhabilitation, ça revient à la cassation du jugement, c'est-à-dire que le jugement qui a condamné Jean Calas est nul et non avenu, mais comme il est mort, on ne peut pas le ressusciter, donc l'affaire s'arrête là. Mais si le jugement avait été cassé du vivant de Calas, on pouvait refaire un procès et à ce moment-là dire innocent ou coupable. Bon, moi j'ai l'intime conviction qu'il était coupable, qu'il avait serré le kiki. Tu sais, quand le fils est revenu, que le père lui a dit où est mon or et que l'autre lui a dit ben, je ne l'ai pas, crac, il lui a mis à genoux par terre, il a serré trop fort. Bon, peu importe. Donc, le, ça y est, j'ai encore perdu le fil. Ah, Ça va revenir, t'en fais pas. la cassation, voilà, la cassation du procès de Calas est une cassation pour vice de procédure. Ça n'est absolument pas un jugement qui dit quoi que ce soit sur la culpabilité ou non de Jean Calas. Ça dit le jugement qui l'a condamné est cassé, ça ne dit absolument pas qu'il a été injustement accusé. Et le vice de procédure, j'ai cru comprendre que c'est ce que les magistrats sont habilement capables de faire pour empêcher un procès qui leur répugnait. Il répugnait à tous les juges de Toulouse de condamner un père de famille à ce qu'ils ont fait. Ça répugnait à tout le monde. C'était quelqu'un de leur milieu. C'était, voilà, Jean Calas, c'était pas leur copain, c'était pas leur ami, mais pour des magistrats d'une ville comme Toulouse, aller rouer vif un père de famille, un honnête commerçant, ça leur répugnait. Donc ils ont glissé un vice de procédure dans le truc, et puis le procès a été quand même mené à son terme. Il y a eu la procédure d'appel normale, et Calas n'a été torturé que après sa condamnation, la condamnation à la torture dans le jugement de condamnation, et les magistrats qui en ont été témoins disent qu'on lui a appliqué la question de la façon la plus douce possible, de telle sorte qu'il ne craque pas et qu'il voulait lui faire avouer qu'il avait des complices, et le père a pris sur lui tout seul, il a sauvé sa famille, quoi. Il a pris sur lui tout seul l'entière responsabilité de la chose. Et Voltaire disait, mais enfin, s'ils sont tous coupables, pourquoi est-ce qu'on ne tue que le père? Il aurait fallu tuer tout le monde. Les magistrats ont fait de leur mieux pour condamner le plus coupable, c'est-à-dire celui qui avait serré le kiki, et d'élargir toute la famille. Donc, le jugement de réhabilitation de Jean Calas n'a pas eu lieu. Il y a eu un jugement de cassation pour vice de procédure de ce procès. Donc, aller raconter, comme je l'ai dit, je fais partie des gens qui disent il a innocenté l'innocent Calas. Non, il n'a pas innocenté Calas. Calas était de toute évidence coupable, et pas d'avoir tué son fils parce qu'il voulait se faire catholique, mais d'avoir tué son fils tout court, quelles que soient les raisons. Et ça, c'était factuel. Donc voilà. Donc ensuite, il y a l'affaire du chevalier de la Barre, c'est encore autre chose, c'est quelques années après, c'est tout de suite dans la foulée, c'est quelques années après, c'est une affaire qui va. Alors, là, les mensonges concernant Voltaire, c'est là que ça se surpasse.
je me suis promené, alors je suis allé à Abbeville, où a eu lieu le drame. J'ai photographié ce qui a marqué sous la statue du malheureux chevalier de la Barre, une très belle statue d'un beau jeune homme avec un grand chapeau, un jeune homme tout à fait resplendissant, et il y a marqué qu'il a été victime de la barbarie cléricale, ou je ne sais pas trop quoi, enfin une espèce de truc complètement délirant. En fait, le chevalier de la Barre il faisait partie d'une coterie de ce qu'on appelait les petits talons rouges, c'est-à-dire des petits fils de notables d'une petite ville de province qui s'amusaient à mépriser le peuple, à mépriser les petites gens. Il s'amusait à faire des blasphèmes devant tout le monde. Ils aimaient bien choquer. Ils faisaient caca devant les portes. Enfin, des petits crétins, des petits salopards, quoi, dont la plupart avaient des magistrats pour père. Hein. Et François-Jean de la Barre, il avait 19 ans, il faisait partie de cette petite bande, il était orphelin et il était le protégé alors c'était une cousine ou une tante, oui, une tante, il avait une tante qui était abbesse d'une abbaye d'Abbeville et il fréquentait, alors lui et son petit frère, ils étaient hébergés par cette abbesse qui, comme ils étaient orphelins, avait décidé de les prendre sous sa coupole, sous sa coupe. Et cette abbesse était fort aimable et fort mondaine, alors tout à fait vertueuse, mais enfin, elle avait des galants. Elle avait des galants. Elle couchait pas avec eux de toute évidence, mais elle se faisait contre fleurette par quelques barbons Et François-Jean était tout à fait insolent avec les barbons en question. Et un jour, il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et un des barbons, qui était un des magistrats d'Abbeville, a décidé de tirer vengeance de ce garçon. Et c'est lui qui a tout chargé la mule pour faire en sorte que, dans une affaire de destruction de crucifix et de déprédation de monuments religieux, c'est celui qui porte l'entière responsabilité. Donc ça, Voltaire était parfaitement en mesure de le savoir. Voltaire était informé de tout ce qui se passait à Abbeville. Alors, l'affaire a commencé en 64, 5, c'est ça 64, j'ai plus les dates en tête. Mais il y a eu un truc. Te dire ça, c'est 1766. 66, mais c'est l'exécution, c'est-à-dire que les faits doivent remonter à 65, si je ne. Enfin bon. Alors, le 1er juillet 1766, ici à Abbeville, un jeune homme de 19 ans, le chevalier de la Barre, était supplicié et décapité pour avoir manqué. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que l'affaire commence un an avant, c'est ça. 66, c'est la mort du chevalier de la Barre. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est le chevalier de la Barre et ses petits camarades s'amusent ils passent la nuit et ils tirent les sonnettes. Ding, 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 ding. Alors les gens se lèvent et disent tu vois, les petits chieurs, ça les amuse. Et alors, t'as jamais fait être guignol, ça t'aurait. Pardon. Non, mais tu le fais super bien, franchement. Pardon, vas-y. Ils aimaient beaucoup choquer les gens et dans une société très, très chrétienne comme l'était la société de l'époque, ils aimaient bien blasphémer, ils aimaient bien ils aimaient bien choquer. Alors, ils étaient tous partisans des Lumières, partisans de Voltaire, M. Voltaire, on a tous lu Voltaire. Là, c'était des gens qui considéraient la religion comme méprisable. Et mépriser la religion, dans une petite ville comme Abbeville, c'est mépriser les gens qui parlent de cette religion, c'est-à-dire la population. Et il y a eu une nuit un crucifix qui a été mutilé et un cimetière qui a été profané. Et là, ils sont allés loin dans le cimetière, c'est-à-dire qu'ils ont déféqué sur une tombe au pied d'un crucifix. Ils se sont essuyés avec une page de micelle qu'ils ont collée sur le visage du crucifix. C'est dégueulasse, pardon. Mais... Non, mais c'est vraiment. Puis ils trouvaient ça drôle. Et alors, ils riaient d'entendre l'indignation de la population. Et la population les savait, ils savaient qui c'était, le fils de machin, le fils de truc et tout et tout et tout. Donc, au petit matin, la population découvre que le crucifix du petit pont, alors j'y suis allé à Abbeville, j'ai retrouvé le petit pont, le crucifix n'y est plus depuis plus de 150 ans, mais le petit pont y est toujours, donc j'ai vu à peu près où se passaient les choses. Le crucifix avait été véritablement tailladé, lardé, enfin c'était une rage destructrice. Et la population indignée dit maintenant ça suffit là, quelqu'un va arrêter ces petits salopards et une procédure commence. Et la procédure, rapidement, elle mène autour des coupables, ceux qui avaient des pères suffisamment influents prennent leurs gamins et les mettent à l'abri, et ils n'ont pas pu mettre à l'abri François-Jean, qui n'avait pas de parents, qui n'avait pas de père, qui était certainement
Oh, c'est pas un des plus insolents, mais il n'était pas un des moins non plus. Et il s'est fait pincer, il a payé pour les autres, en fait. Il a payé pour les autres. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'abbesse a tout fait pour essayer de le sauver. La procédure qui a été commencée à Abbeville a été honnête et sérieuse. On a écouté tous les témoins, on a écouté vraiment, 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 c'était une procédure menée à bon escient, et il y a eu l'appel à Paris. Et l'appel à Paris, là, à Paris, se trouvaient les ennemis de l'évêque d'Amiens, c'est-à-dire les magistrats jansénistes qui voulaient donner une leçon à l'évêque d'Amiens qui était de l'autre bord. Et on peut pratiquement dire, tel que j'ai étudié la chose, je suis pratiquement sûr que c'est ça, que François-Jean de Labarre a été exécuté pour embêter l'évêque d'Amiens, c'est-à-dire pour se venger de l'évêque d'Amiens. Ces magistrats ont été capables de sacrifier un garçon de 19 ans qui n'était certainement pas innocent, mais ce qu'il avait fait, en toute hypothèse, ça ne méritait pas la mort. C'est bon, c'était un sale petit crétin, mais ça ne mérite pas la mort. Vraiment, ça ne méritait pas la mort. Et ils l'ont fait en application d'une juridiction qui leur échappait complètement. C'est-à-dire qu'ils l'ont accusé et condamné pour blasphème, alors que, on ne pouvait pas condamner quelqu'un pour blasphème au Royaume de France. Pour pouvoir être condamné à mort pour blasphème, le code de procédure criminelle de 1670, que j'ai bien étudié, en son temps, vraiment, j'ai lu tous les articles, disait que pour être condamné pour blasphème, il faut avoir 7 fois récidivé. 7 fois? 7 fois, c'est-à-dire que c'était inapplicable. Au Royaume de France, on ne pouvait pas vous exécuter pour blasphème. Et ils l'ont exécuté quand même. Et alors, il y a une chose qui est quand même très importante à savoir concernant l'affaire du Chevalier de la Barre, c'est que l'abbesse a tout fait pour sauver son neveu. Elle était abbesse, donc elle a mobilisé le banc et l'arrière-banc de toute l'Église, de tous les ecclésiastiques qu'elle pouvait trouver. L'évêque d'Amiens a voulu le sauver. L'évêque d'Amiens est allé, il était très vieux, il avait 84 ans. Il est allé à Paris. Alors, il a fait d'abord une espèce de marche expiatoire dans les rues d'Abbeville en demandant Seigneur, pardonnez à ces petits, je ne sais plus comment il disait, enfin bon, il disait faites. Je suis prêt à porter la faute à leur place, convertissez-les, Seigneur, Seigneur, l'appel à la compassion et au pardon et tout. Alors que François-Jean de la Barre, quand il est arrivé à Paris, il est tombé chez des gens qui voulaient absolument sa peau, pour les raisons que j'ai données. Et ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Et il se trouve que dans le tribunal qui a étudié le cas de la Barre à Paris, il y avait le neveu de Voltaire, dont la mère, c'est-à-dire la sœur de Voltaire, était amie de l'abbesse. C'est-à-dire que Voltaire était au courant depuis le début, par sa propre sœur, de tout ce qui se passait à Abbeville, et il n'a pas bougé un doigt aussi longtemps que là-bas était vivant. Il était au courant de tout. Les premiers écrits que Voltaire a envoyés à la population, les premiers écrits qu'il a envoyés pour faire savoir sa prise de position concernant les chevaliers de la Barre n'était pas encore froid, qu'il envoyait déjà ses écrits. Il n'y avait pas le téléphone. Donc ça veut dire qu'au moment où la Barre est mort, Voltaire avait déjà tous les éléments, tous les tenants et aboutissants du truc, parce qu'il était tenu au courant par sa sœur, dont le fils était magistrat et faisait partie de cette équipe-là. C'est-à-dire que Voltaire a été au courant depuis le début qu'il se préparait une infamie contre un garçon de 19 ans. Il n'a pas levé un doigt. Il n'a pas levé un doigt. Et une fois que c'était trop tard, il s'est précipité en disant fanatique, gna 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 gna, et l'Église et ceci et cela. Or, l'Église, c'est la seule instance qui a tout fait pour essayer de sauver la Barre. L'évêque d'Amiens est allé supplier le roi. Il y avait l'Assemblée générale du clergé, ils sont allés supplier le roi. Tous les La Barre, à un moment donné, s'était enfui, l'abbesse l'avait fait fuir, il s'est réfugié dans un couvent qui l'a caché. C'est-à-dire que tous les gens d'église ont tout fait pour sauver ce jeune homme, et ensuite on accuse l'église d'avoir voulu sa mort, alors ce sont les anticléricaux qui l'ont voulu. Pourquoi voulaient-ils la mort de la Barre? C'est parce que ces magistrats voulaient prouver que les affaires de religion les concernaient. La prétention des jansénistes, c'est de dire nous, les jansénistes, nous savons mieux que l'Église ce qui est le vrai, ce qui est le faux. Ils voulaient régenter l'Église. Les jansénistes étaient des gens qui disaient, pour savoir s'il y a eu miracle ou pas, on n'a pas besoin que le pape ou l'archevêque nous le disent. Nous, les juges, nous pouvons en juger. Or, pour juger d'un miracle,
juger d'un miracle, c'est une affaire religieuse, c'est pas une affaire criminelle, c'est pas une affaire judiciaire. Et les juges avaient la prétention, et les juges jansénistes en particulier, de pouvoir connaître d'affaires religieuses en lieu et place de l'Église. Et pour prouver qu'ils avaient raison, ils ont sacrifié un garçon de 19 ans en disant, vous voyez qu'on peut, vous voyez qu'on peut. Et monseigneur, comment s'appelait-il, de la Motte, l'évêque d'Amiens, il s'est jeté aux pieds du roi en pleurant. Et la reine aimait beaucoup monseigneur de la Motte parce que c'était un saint homme, c'était vraiment un prélat d'une bonté, d'une gentillesse, c'était vraiment un grand monsieur. Et la reine en était très très entichée. Elle a supplié le roi et le roi a dit non, que les magistrats, enfin je ne sais pas ce qu'il a dit, comment il l'a dit, mais la position du roi, c'est ils veulent le condamner et que moi je fasse grâce, qui porte les conséquences de leurs actes. Et le roi, alors c'est probablement de la lâcheté aussi, j'ai pas une grande admiration pour Louis XV, certainement pas dans l'affaire de la Barre, mais d'un autre côté, il y a une espèce de logique. Vous rendez un jugement inique, vous truquez tout un procès, vous chargez un malheureux garçon pour des broutilles, et vous voudriez qu'une fois que vous avez lancé votre jugement, moi j'arrive en disant je le gracie. Oh, oh. Donc, dans cette affaire-là, Voltaire a menti, 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 menti. Et quand ça, une fois de plus. Et la façon qu'avait Voltaire de mentir dans ces choses-là, c'était en chargeant ignominieusement d'honnêtes magistrats et en leur faisant porter tous les vices. Voltaire s'est permis, le magistrat qui a mené l'instruction contre Calas, il s'est permis de le traiter de tous les noms, il a même réussi à le faire chasser de son poste. Et il s'est réjoui à un moment donné, il s'est suicidé. Ben non, il ne s'est pas suicidé, mais il aurait bien aimé. Et la rumeur avait couru et lui, il s'en réjouissait. Ben ça lui apprendra. Eh bien, il a fait pareil avec l'honnête magistrat, dont mon nom m'échappe maintenant, qui a mené à bien toute la procédure sur le chevalier de la Barre. Il l'a traîné dans la boue. C'est ignoble. Et après moi, le déluge. Hein. Alors, et les libres penseurs, ils disent Voltaire a été un des premiers à défendre la Barre. Quoi? Il n'a rien fait. Et il était au courant de tout. Et ça, il suffit de lire sa correspondance pour le voir. Parce que la correspondance de Voltaire, elle est absolument chronologique. Hein. On voit la nouvelle de la mort de la Barre arrive, le lendemain, il envoie tout ce qu'il sait de l'histoire. Mais si tout ce qu'il sait de l'histoire le lendemain, c'est qu'il le sait depuis des mois. Oui, parce qu'à l'époque, le temps de transit et de trajet de la poste, c'était autre chose. Hein. C'était minimum 7 à 10 jours pour faire passer. Tu te rends compte? Donc, oui. Faire passer Voltaire pour un héros alors des droits de l'homme et de la vérité, mais tout ce qu'il a pu inventer, il a dressé un portrait, Voltaire a dressé un portrait de François-Jean de la Barre. Il le présente comme un garçon brillant, plein d'avenir, il avait tellement d'espérance sur lui, et sa tante dit, il était nul en orthographe, il savait ni lire ni écrire, j'ai été obligé de lui donner des leçons. C'était un gosse mal élevé, quoi. Il n'avait pas eu de parents, il était orphelin très jeune, et il avait eu une éducation très très négligé, il était rien moins qu'un sujet brillant. C'est un pauvre garçon, il méritait certainement pas la mort. C'est effrayant de raconter des mensonges comme ça. Et il est mort très dignement. Hein. Il est mort très très dignement. C'est comme Calas d'ailleurs. Ils sont morts très très dignement. C'est des gens, quand on connaît leur histoire, on a du respect pour eux, nonobstant le contexte. Voilà. Ma chère Marion, avant de passer aux questions, je te remercie déjà pour toutes tes précisions parce que c'est passionnant et encore une fois, on voit les choses autrement, bien sûr. Déjà, ta chaîne YouTube, je rappelle, Marion Sigaud officielle, n'hésitez pas à vous abonner, à découvrir les références, les vidéos, etc. Et puis, pour commander l'ouvrage aussi sur The Book Edition, voilà, Voltaire, une imposture. N'hésitez pas également, j'ai mis le lien dans le chat et en description de l'émission. Alors vous pouvez aller aussi sur marionsigaud.fr, qui est mon blog, et sur marionsigaud.fr, vous avez un onglet Réhistoire pour tous, parce que ma marque, si vous voulez, c'est Réhistoire pour tous, avec un joli logo. Et Réhistoire pour tous, c'est pas que mes livres. Hein. Je vais bientôt avoir d'autres auteurs qui vont rejoindre ce logo Réhistoire pour tous, mais chacun pour son auteur. Hein. Je me fais pas éditeur, c'est de l'auto-édition, book édition. Mais voilà, c'est Réhistoire pour tous. Donc sous l'onglet Réhistoire pour tous, vous avez tous mes livres. Voilà, tous mes livres et mon disque. Alors, j'ai fait un disque, j'en ai fait un deuxième, mais il nous manque la pochette, on n'arrive pas. On n'arrive pas à voir la pochette, ça va bien. On en reparlera quand je Kingsley Rockefeller et CIA, je ne l'ai pas encore lu celui-là. Lequel? Kingsley Rockefeller et CIA.
Ah, il faut Je que l'ai tu lises ça. Eh ben, Ouais, tu je sais, sais, mais tu sais, on se connaît pas depuis oui, 15 ans c'est non vrai. plus, donc Ouais, ça ouais. fait tu en as écrit combien? Ah oui, tu en as écrit, 12-13. J'ai lu Non, non, celui-là, j'ai écrit 19 livres à originaux. J'ai 19. écrit 19 livres originaux et là, j'ai republié 10 livres et publié un nouveau. Voilà. Non, j'ai republié 9 livres et publié 2 nouveaux. Donc Oui, celui que j'ai lu, c'est Sexologie et mensonges. oui, Celui-ci, Mansour Cardo, je l'ai lu aussi, Libre femme de Palestine oui. et du Kibboutz à l'intifada aussi.